Il l'a chassée enceinte. 7 ans plus tard, elle revient comme la nouvelle médecin de sa fille malade, et il réalise que le cœur qu'il a brisé est le seul qui peut sauver sa famille. La pluie tombait sur Lyon comme une vieille complainte, inlassable et mélancolique. Derrière la vitre du TGV qui ralentissait à l'approche de la gare Pardieu, Élise Moreau observait les toits de la ville se dessiner dans la brume de février. 7 ans. 7 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait fui cette ville, un sac à dos sur l'épaule et le cœur en miettes. « Maman, c'est ça, Lyon !» La voix de Gabriel l'attira de ses pensées. Elle baissa les yeux vers son fils, installé à côté d'elle, le nez collé contre la vitre. À 7 ans, il avait cette curiosité insatiable qui la faisait sourire, même dans ses moments les plus sombres. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, encadraient un visage fin aux yeux d'un vert profond. Ces yeux-là. Chaque fois qu'elle les regardait, elle voyait lui. « Oui, mon cœur, c'est Lyon. C'est là que tu as grandi ?» Élise hésita. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que cette ville représentait à la fois ses plus beaux souvenirs et sa plus grande blessure? « J'y ai vécu quelques années, oui, avant de partir à Paris. » Gabriel hocha la tête, satisfait de cette réponse simplifiée. Il retourna à sa contemplation tandis que le train s'immobilisait avec un long soupir métallique. Élise rassembla leurs affaires, le cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle était le docteur Moreau maintenant, pédiatre, spécialiste reconnu. Elle avait publié dans les plus grandes revues médicales, sauvé des dizaines d'enfants que d'autres avaient abandonnés. Elle n'était plus cette jeune femme terrifiée qui avait pris le dernier bus pour Paris avec à peine 200 € en poche. Et pourtant, en posant le pied sur le quai, elle sentit ses jambes trembler imperceptiblement. L'appartement qu'elle avait loué se trouvait dans le 6e arrondissement, rue Duquesne, à quelques minutes à pied de l'hôpital. C'était un 3 pièces lumineux, au 4e étage d'un immeuble haussmannien, avec des parquets qui craquaient et des moulures au plafond. Gabriel avait immédiatement adopté sa chambre, dont la fenêtre donnait sur un petit square planté de marronniers dénudés par l'hiver. « Maman, je vois des pigeons !» Élise sourit en déposant les cartons dans l'entrée. Le déménageur devait arriver le lendemain avec le reste de leurs affaires. Pour ce soir, ils se contenteraient de matelas gonflables et de pizzas commandées. Ne leur donne pas de pain, ils reviendront tous les jours. Elle s'approcha de la fenêtre du salon et contempla la ville qui s'étendait sous le ciel plombé. Au loin, elle apercevait la silhouette de Fourvière, la basilique illuminée malgré la grisaille. Lyon n'avait pas changé. C'était elle qui avait changé. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message du professeur Delacroix, chef du service de pédiatrie de l'hôpital. « Bienvenue à Lyon, docteur Moreau. Réunion de service demain à 9 h. Votre première patiente vous attend déjà. Un cas complexe. J'ai hâte de bénéficier de votre expertise. » Élise rangea le téléphone sans répondre immédiatement. Une patiente qui attendait déjà. Elle n'avait même pas encore défait ses valises. Mais c'était pour ça qu'elle était venue, après tout. Pour les enfants. Pour ceux que les autres médecins avaient renoncé à soigner. Certainement pas pour régler ses comptes avec le passé. Le lendemain matin, Élise déposa Gabriel à l'école primaire Édouard Herriot, à 3 rues de leur appartement. Le petit garçon, intimidé par ce nouvel environnement, serra fort la main de sa mère avant de la lâcher avec courage. « Tu viens me chercher à 4h30 ? Promis. Et ce soir, on commande des sushis pour fêter ta première journée. » Le visage de Gabriel s'illumina. Il lui fit un signe de la main avant de disparaître derrière les grilles de l'école, son cartable trop grand rebondissant sur son dos. Élise resta un instant immobile sur le trottoir, le cœur serré par cette tendresse douloureuse qu'elle éprouvait chaque fois qu'elle le regardait s'éloigner. Gabriel était tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait construit depuis cette nuit terrible où elle s'était retrouvée seule, abandonnée, avec une vie qui grandissait en elle. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées et marcha d'un pas décidé vers l'hôpital. L'hôpital femme-mère-enfant de Lyon était un bâtiment moderne aux lignes épurées, tout de verre et de béton blanc. Élise poussa les portes du hall principal à 8h45 précises. L'odeur caractéristique des hôpitaux l'enveloppa immédiatement, ce mélange de désinfectant et d'angoisse qu'elle avait appris à apprivoiser avec les années. « Docteur Moreau ?» Une jeune femme en blouse blanche s'approcha d'elle, le sourire chaleureux. « Je suis le docteur Chloé Martin, interne en pédiatrie. Le professeur Delacroix m'a demandé de vous accueillir. » Élise lui serra la main avec cordialité. Chloé devait avoir 26 ou 27 ans, les cheveux roux attachés en queue de cheval et des taches de rousseur sur le nez qui lui donnaient un air juvénile. « Merci.
C'est mon premier jour, je ne connais pas encore les lieux. Ne vous inquiétez pas, l'hôpital est bien organisé. Le service de pédiatrie spécialisé est au 3e étage. Je vous y conduis. » Elles traversèrent le hall en direction des ascenseurs. Élise observait tout, enregistrait les détails. Les parents au visage fatigué dans la salle d'attente. Les soignants qui se croisaient en échangeant des informations à voix basse. Les dessins d'enfants affichés sur les murs pour égayer l'atmosphère. Un hôpital, c'était un monde à part, avec ses codes et ses hiérarchies. Elle devrait trouver sa place. « Le professeur Delacroix est impatient de vous rencontrer, » dit Chloé dans l'ascenseur. « Votre article sur le syndrome de Kawasaki atypique a fait beaucoup de bruit dans le service. » Élise esquissa un sourire modeste. Cet article, publié 2 ans auparavant dans The Lancet, lui avait valu une reconnaissance internationale. Elle y décrivait 3 cas d'enfants mal diagnostiqués qu'elle avait réussi à sauver grâce à une intuition clinique hors du commun. « J'espère être à la hauteur des attentes. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir aux murs ornés de fresques colorées représentant des animaux de la savane. Une girafe souriante semblait accueillir les visiteurs. « Le service de pédiatrie spécialisé », annonça Chloé avec fierté. 24 lits. Des cas complexes envoyés de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et parfois de plus loin. Élise hocha la tête, le regard déjà attiré par les chambres dont les portes étaient décorées de prénoms et de dessins. Derrière chaque porte, un enfant qui souffrait, une famille qui espérait. C'était pour eux qu'elle était là, pas pour affronter ses démons. La réunion de service se déroula dans une salle de conférence vitrée donnant sur le parc de l'hôpital. Une dizaine de médecins et d'internes étaient au présent, ainsi que plusieurs infirmières et une psychologue. Le professeur Delacroix, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au regard perçant, présida la séance avec une autorité bienveillante. « Mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Élise Moreau, qui rejoint notre équipe en tant que responsable de l'unité des maladies auto-immunes pédiatriques. » Des applaudissements polis accueillirent l'annonce. Élise se leva brièvement pour saluer l'assemblée, consciente des regards curieux qui la détaillaient. Le docteur Moreau nous vient de l'hôpital Necker à Paris, où elle a dirigé pendant 4 ans une unité similaire avec des résultats remarquables. Son expertise sera précieuse pour nos patients les plus complexes. Le professeur consulta ses notes avant de poursuivre. D'ailleurs, je souhaite vous confier immédiatement un cas particulièrement délicat. Chambre 312, Léa Beaumont, 6 ans. Élise sentit son sang se glacer. Beaumont. Ce nom résonnait dans sa tête comme un coup de tonnerre. C'était impossible. Il devait y avoir des centaines de Beaumont à Lyon. Ce ne pouvait pas être. L'enfant est hospitalisé depuis 3 semaines, continuait le professeur, inconscient du trouble qu'il venait de provoquer. Fièvre récurrente, douleurs articulaires, éruptions cutanées inexpliquées. Les examens n'ont rien donné de concluant. L'équipe précédente suspectait une arthrite juvénile, mais le traitement ne fonctionne pas. Élise s'efforça de garder un visage neutre. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. « Le père est très présent », ajouta Delacroix. « Un homme difficile, exigeant. Mais on le comprend, n'est-ce pas? Quand on a déjà perdu la mère était morte. Antoine avait eu une fille avec une autre femme, et cette femme était morte. Et maintenant, cet enfant était malade. » Élise ferma les yeux une fraction de seconde. Quand elle les rouvrit, son visage était redevenu celui du médecin qu'elle était, professionnel, impassible. « Je verrai la patiente cet après-midi, » dit-elle d'une voix posée. « Pouvez-vous me transmettre son dossier médical complet ? » « Bien sûr, le docteur Martin vous l'apportera. » La réunion se poursuivit, mais Élise n'entendait plus rien. Son esprit était ailleurs, 7 ans en arrière, dans cet appartement du vieux Lyon où Antoine l'avait regardé avec mépris avant de prononcer les mots qui l'avaient détruite. « Je ne veux plus jamais te voir. Prends tes affaires et disparais. » L'après-midi était déjà bien avancé lorsqu'Élise se décida enfin à pousser la porte de la chambre 312. Elle avait passé 2 heures à étudier le dossier de Léa Beaumont, cherchant dans les analyses et les comptes rendus médicaux des indices que les autres auraient pu manquer. Mais surtout, elle avait eu besoin de ce temps pour se préparer mentalement. Le couloir était calme à cette heure. La plupart des enfants faisaient la sieste ou regardaient des dessins animés, le son des télévisions filtrant sous les portes comme un murmure rassurant. Élise inspira profondément et frappa 3 coups légers. « Entrez !» La voix était celle d'un homme, grave, fatigué. Élise poussa la porte. La chambre était spacieuse, baignée par la lumière grise de l'après-midi. Un lit médicalisé trônait au centre, entouré de machines qui émettaient des bips réguliers. Et dans ce lit,
Une petite fille aux cheveux blonds était assise contre ses oreillers, un livre d'images sur les genoux. Mais ce fut l'homme assis dans le fauteuil près de la fenêtre qu'Élise vit en premier, Antoine Beaumont. Il avait vieilli. Des rides creusaient maintenant les coins de ses yeux et quelques fils gris striaient ses tempes. Mais c'était toujours lui, ses traits aristocratiques, cette mâchoire carrée, ses yeux verts qu'il avait tant fait rêver autrefois. Il portait un pull en cachemire bleu marine sur une chemise blanche et malgré la fatigue visible sur son visage, il dégageait toujours cette assurance de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. Leurs regards se croisèrent. Élise vit le choc se peindre sur le visage d'Antoine. La reconnaissance, l'incrédulité, puis quelque chose d'autre, de plus complexe, qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Élise, sa voix n'était qu'un souffle. « Docteur Moreau », corrigea-t-elle froidement. « Je suis la nouvelle responsable de l'unité spécialisée. C'est moi qui vais m'occuper du cas de votre fille. » Un silence pesant s'installa. Antoine s'était levé, le visage blême. Il semblait chercher ses mots, la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer quoi que ce soit. « Papa, qui c'est ?» La petite voix de Léa brisa la tension. Élise détourna enfin les yeux d'Antoine pour regarder l'enfant. Son cœur se serra malgré elle. La petite fille était pâle, des cernes violacées soulignant ses yeux bleus. Elle avait ce regard vague des enfants malades depuis trop longtemps, cette résignation précoce qui n'aurait jamais dû exister sur un visage de 6 ans. Élise s'approcha du lit avec un sourire professionnel. « Bonjour Léa, je suis le docteur Moreau. Je vais être ton nouveau médecin. » Encore un nouveau médecin. La fillette soupira avec une maturité déconcertante. « Il y en a beaucoup qui viennent me voir, mais après ils partent. Je ne partirai pas avant de comprendre ce qui te rend malade, je te le promets. » Léa la dévisagea avec intensité, comme si elle jaugeait la sincérité de cette promesse. Puis elle hocha la tête, apparemment satisfaite. « D'accord, mais je vous préviens, j'aime pas les piqûres. » Élise ne put s'empêcher de sourire. Malgré la maladie, cet enfant avait du caractère. « Je ferai de mon mieux pour en faire le moins possible. Est-ce que tu peux me montrer où tu as mal ?» Pendant qu'elle examinait Léa, Élise sentait le regard d'Antoine brûler dans son dos. Il n'avait pas bougé de sa place près de la fenêtre, pétrifié. Elle s'efforça de l'ignorer, se concentrant sur les articulations gonflées de l'enfant, sur les plaques rougeâtres qui parsemaient ses bras. « Ça fait mal, là », dit Léa en montrant ses genoux. « Et là aussi », elle indiqua ses coudes, « surtout le matin. Après, ça va un peu mieux. Et les taches sur ta peau, tu les as depuis longtemps? Elles vont et elles viennent. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a presque pas. » Élise nota mentalement ces informations. Les symptômes fluctuants, les douleurs articulaires matinales, les éruptions cutanées intermittentes, quelque chose clochait avec le diagnostic d'arthrite juvénile, quelque chose que les autres médecins n'avaient pas vu. « Est-ce que tu as mal aux yeux parfois? Tu vois des choses bizarres, des taches, des lumières ?» Léa hésita, jetant un regard vers son père. « Des fois, mes yeux piquent. Et le soleil, il me fait mal à la tête. » La photosensibilité, un indice supplémentaire. Élise se redressa et prit le temps de noter quelques observations dans le dossier qu'elle avait apporté. Elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter indéfiniment la confrontation avec Antoine, mais elle voulait d'abord rassurer l'enfant. « Léa, je vais revenir te voir demain. D'ici là, j'aimerais qu'on te fasse quelques examens supplémentaires. Rien de douloureux, je te promets. Juste des analyses de sang et peut-être une échographie. » Une échographie, c'est quand on met du gel froid sur le ventre. Exactement. Tu as une bonne mémoire. J'en ai déjà eu plein. C'est pas grave. Le gel, ça chatouille. Élise referma le dossier et se tourna enfin vers Antoine. Son visage s'était durci, mais elle voyait la tempête qui faisait rage derrière ses yeux. « Monsieur Beaumont, pourrions-nous discuter du cas de votre fille en privé? Il y a un bureau des familles au bout du couloir. » Antoine déglutit difficilement. Il s'approcha du lit de Léa et déposa un baiser sur son front. « Je reviens vite, ma princesse. Tu veux que je demande à l'infirmière de t'apporter un goûter? Un yaourt à la fraise. » « D'accord, un yaourt à la fraise. » Il suivit Élise hors de la chambre sans un mot. Leurs pas résonnaient dans le couloir silencieux, étrangement synchronisés. Élise marchait vite, le dos raide, refusant de ralentir ou de se retourner. « Saestil vidi lazita. » Le bureau des familles était une petite pièce aux murs pastel, meublée de fauteuils confortables et d'une table basse couverte de magazines pour enfants. Élise referma la porte derrière eux et se retourna pour faire face à Antoine. Il la regardait comme on regarde un fantôme. « Élise, je ne savais pas. »« Docteur Moreau »,
répéta-t-elle d'une voix tranchante. Nous sommes dans un cadre professionnel, monsieur Beaumont. Comment est-ce possible? Tu es médecin maintenant. Tu travailles ici? Elle serra les dents pour contenir la rage qui montait en elle. 7 ans. 7 ans à reconstruire sa vie, à penser ses blessures, à devenir quelqu'un. Et il se tenait là, devant elle, avec cet air stupéfait comme si c'était lui la victime de cette situation. Oui, je suis médecin, pédiatre spécialisé. Et je suis ici parce qu'on m'a confié le cas de votre fille. Un cas que mes collègues n'arrivent pas à résoudre. Antoine passa une main dans ses cheveux, visiblement déstabilisé. Élise, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Non. Le mot claqua comme un coup de fouet. Non, nous ne parlerons pas de ce qui s'est passé. Nous parlerons de Léa, de sa maladie, de ce que je peux faire pour la soigner. C'est tout. Mais, monsieur Beaumont, Élise s'efforça de garder une voix calme, professionnelle. Votre fille est très malade. Les traitements actuels ne fonctionnent pas, ce qui signifie que le diagnostic est probablement erroné. Je vais avoir besoin de votre coopération pour comprendre son histoire médicale complète. Pouvez-vous faire ça? Antoine la dévisagea longuement. Elle vit quelque chose se briser dans son regard. De la honte peut-être, ou du remords. Elle s'en fichait. Oui, finit-il par dire, je ferai tout ce qu'il faut pour Léa. Bien. Dans ce cas, asseyez-vous et répondez à mes questions. Elle prit place dans l'un des fauteuils et ouvrit le dossier sur ses genoux. Antoine s'assit en face d'elle, les mains crispées sur les accoudoirs. Quand les premiers symptômes sont-ils apparus? Il y a environ 6 mois, au début, on pensait que c'était une simple grippe. De la fièvre, de la fatigue. Mais ça ne passait pas. Et les douleurs articulaires? Elles sont venues progressivement. D'abord les genoux, puis les coudes. Le pédiatre a d'abord pensé à des douleurs de croissance. Mais quand les plaques sont apparues sur sa peau, sa voix se brisa. Élise leva les yeux de ses notes et vit qu'Antoine avait les yeux brillants de larmes contenues. « Elle a tellement souffert », murmura-t-il. « Et personne ne sait ce qu'elle a. J'ai consulté les meilleurs spécialistes de Lyon. J'ai même fait venir un expert de Genève. Personne ne trouve. » Malgré elle, Élise sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pas de la compassion pour Antoine, non. Jamais elle ne lui pardonnerait. Mais pour cette petite fille innocente, coincée dans un lit d'hôpital sans comprendre pourquoi son corps la trahissait, la mère de Léa, dit-elle, en consultant le dossier. Sophie Beaumont décédée il y a 2 ans. Quelle était la cause du décès? Le visage d'Antoine se ferma. Un accident de voiture. Y avait-il des antécédents médicaux particuliers dans sa famille? Des maladies auto-immunes? Des allergies sévères? Non, rien de particulier. Sophie était en parfaite santé. Élise nota l'information. Un autre détail attira son attention dans le dossier. Je vois que Léa a eu une mononucléose il y a 8 mois, juste avant le début des symptômes. C'est exact? Oui, elle l'a attrapée à l'école. Le médecin a dit que c'était bénin. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit d'Élise. La mononucléose, causée par le virus d'Epstein-Barr, était connue pour déclencher certaines maladies auto-immunes chez des patients prédisposés. Et les symptômes de Léa, cette constellation particulière de fièvre, de douleurs articulaires, d'éruptions cutanées et de photosensibilité, « Je vais demander des examens complémentaires », annonça-t-elle. Anticorps antinucléaires, complément sérique, fonction rénale, et un examen ophtalmologique approfondi. « Tu penses à quoi » Élise hésita. Il était trop tôt pour avancer un diagnostic, mais son intuition lui soufflait une piste. Il est trop tôt pour le dire, mais je ne pense pas que votre fille souffre d'arthrite juvénile. Pour la première fois depuis le début de leur entretien, une lueur d'espoir traversa le regard d'Antoine. « Tu vas la sauver ?»« Tu. » Il avait dit « tu », comme s'ils se connaissaient, comme si ces 7 années n'existaient pas. Élise se leva brusquement. « Je vais faire mon travail, monsieur Beaumont, c'est tout ce que je peux vous promettre. » Elle quitta le bureau sans se retourner, le cœur battant à tout rompre. Dans le couloir, elle s'adossa un instant au mur, fermant les yeux pour reprendre son souffle. Elle pouvait le faire. Elle devait le faire. Pour Léa. Pas pour lui. Jamais pour lui. Ça soudima kamaspafona le soir. En rentrant chez elle, Élise trouva Gabriel assis à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant lui. La voisine qu'il avait gardée après l'école partit avec un sourire, et mère et fils se retrouvèrent seuls dans l'appartement encore à moitié vide. « Alors, cette première journée ?» demanda Élise en déposant un baiser sur les cheveux de son fils. « Super. J'ai un copain qui s'appelle Lucas. Et la maîtresse, elle est gentille. Elle a un chat qui s'appelle Monsieur Moustache. » Élise sourit malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. « Monsieur Moustache,
C'est un drôle de nom. C'est parce qu'il a une grosse moustache. Enfin, des moustaches. Tu sais, les trucs sur les côtés. Les vibrisses. Oui, les vibrisses. Gabrielle retourna à ses devoirs tandis qu'Élise préparait le dîner. Des pâtes à la carbonara, son plat préféré. Elle travaillait en silence, perdue dans ses pensées, revivant malgré elle les événements de la journée. Antoine, sa fille malade, ce passé qui revenait la hanter. Maman? Oui, mon cœur, t'as l'air triste. Elle se retourna pour faire face à son fils. Gabrielle la regardait avec cette perspicacité troublante qu'il avait parfois bien au-delà de son âge. « Je ne suis pas triste, mentit-elle. Juste fatiguée. C'était une longue journée. » Gabrielle ne sembla pas convaincue, mais il n'insista pas. Il retourna à ses devoirs pendant qu'Élise finissait de préparer le repas. Ce soir-là, longtemps après que Gabrielle se fût endormie, elle resta éveillée dans le salon, regardant la pluie tomber sur Lyon. Quelque part dans cette ville, dans une chambre d'hôpital, une petite fille luttait contre une maladie que personne ne comprenait. Et quelque part, l'homme qui l'avait détruite 7 ans plus tôt se rongeait d'inquiétude pour son enfant. La vie avait une ironie cruelle. Élise ferma les yeux et pensa à cette nuit d'hiver, à la pluie glaciale, aux mots d'Antoine, à la douleur qui l'avait submergée, et à ce serment qu'elle avait fait, cette promesse silencieuse de ne jamais laisser personne la briser à nouveau. Elle tiendrait parole, elle sauverait Léa Beaumont, et puis elle partirait, comme elle l'avait fait 7 ans plus tôt. Mais cette fois, ce serait elle qui déciderait de son départ. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Élise à l'hôpital. 3 jours durant lesquels elle avait évité Antoine autant que possible, ne le croisant que lors de brèves visites à Léa, toujours accompagnée d'une infirmière ou d'un interne. Elle avait commandé une batterie d'examens complémentaires, passant des heures à analyser les résultats, cherchant la pièce manquante du puzzle. Ce matin-là, le soleil avait percé les nuages pour la première fois depuis son arrivée à Lyon. Une lumière pâle inondait son bureau du 3e étage, éclairant les piles de dossiers qui s'accumulaient sur sa table. Élise contemplait les derniers résultats d'analyse, le front plissé par la concentration. Les anticorps antinucléaires étaient positifs, le complément sérique était bas, et l'examen ophtalmologique avait révélé une légère inflammation de l'UV passée inaperçue jusque-là. Ses soupçons se confirmaient. Un coup frappé à la porte la tira de ses réflexions. « Entrez ». Le docteur Chloé Martin passa la tête dans l'entrebâillement. « Docteur Moreau, le professeur Delacroix vous demande dans son bureau. Il dit que c'est urgent. » Élise fronça les sourcils. Elle n'avait rien fait qui puisse justifier une convocation urgente, à moins que « j'arrive tout de suite ». Elle rassembla les résultats d'analyse de Léa et suivit Chloé dans le couloir. L'ascenseur les conduisit au 5e étage, où se trouvaient les bureaux de la direction médicale. Élise sentait une appréhension sourde monter en elle, sans pouvoir l'expliquer. Le bureau du professeur Delacroix était vaste et lumineux, tapissé de diplômes et de photographies, le montrant aux côtés de sommités médicales internationales. L'homme était assis derrière son bureau en chêne massif, les mains jointes devant lui, et dans le fauteuil face à lui, Élise s'arrêta net sur le seuil. Une femme d'une 60aine d'années était assise là, le dos parfaitement droit, vêtue d'un tailleur gris perle qui devait valoir plusieurs mois de salaire. Ses cheveux blancs étaient coiffés en un chignon impeccable, et ses yeux, d'un bleu glacial, se posèrent sur Élise avec une expression de mépris à peine dissimulée. Geneviève Beaumont, la mère d'Antoine. « Ah, docteur Moreau !» Le professeur Delacroix se leva avec un sourire gêné. « Je vous en prie, entrez, fermez la porte. » Élise obéit mécaniquement, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas revu cette femme depuis 7 ans, depuis cette nuit où Geneviève l'avait regardée avec ce même mépris en lui jetant ses affaires dans un sac. « Madame Beaumont souhaitait vous rencontrer », expliqua Delacroix d'un ton embarrassé. « En tant que grand-mère de notre patiente Léa, elle... »« Je sais parfaitement qui elle est », coupa Élise d'une voix calme mais ferme. « Madame Beaumont. » Geneviève la toisa de haut en bas, comme si elle examinait un insecte particulièrement répugnant. « Mademoiselle Moreau. Ou devrais-je dire docteur Moreau, maintenant. Quelle ascension fulgurante !» Le sarcasme dans sa voix était aussi tranchant qu'un scalpel. Élise serra les dents mais ne répondit pas. Elle ne donnerait pas à cette femme la satisfaction de la voir perdre son sang-froid. « Professeur Delacroix », reprit Geneviève en se tournant vers le chef de service, « je pensais avoir été clair lors de notre conversation téléphonique. Je ne veux pas que cette personne s'occupe de ma petite fille. » Le professeur se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Madame Beaumont, je comprends vos réserves,
mais le docteur Moreau est une spécialiste reconnue internationalement. Son expertise est précisément ce dont Léa a besoin. Son expertise. Geneviève eut un rire sec. Cette femme n'a aucune compétence pour soigner ma petite fille. Elle n'a d'ailleurs aucune place dans cet hôpital. Élise sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Mais elle avait appris, au fil des années, à canaliser cette rage, à la transformer en force. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Beaumont, dit-elle d'une voix posée, mes compétences médicales ne sont pas le sujet de cette discussion. Le sujet, c'est la santé de Léa. Une enfant de 6 ans qui souffre depuis des mois sans que personne n'ait réussi à la soigner. Et vous pensez pouvoir faire mieux que les spécialistes que nous avons consultés? Des médecins de renom, pas des... Elle ne termina pas sa phrase, mais le sous-entendu était clair. Pas des filles de rien comme vous. Élise prit une inspiration profonde. J'ai reçu ce matin les résultats des examens que j'ai prescrits. Je pense avoir identifié ce dont souffre Léa. Un silence tomba sur le bureau. Même Geneviève sembla prise de court. Vraiment? Demanda le professeur Delacroix en se redressant sur son siège. Quel est votre diagnostic? Élise ouvrit le dossier qu'elle avait apporté et le posa sur le bureau. Lupus érythémateux systémique à début pédiatrique. Une maladie auto-immune rare chez les enfants, souvent confondue avec l'arthrite juvénile dans ses premiers stades. Les anticorps antinucléaires positifs, le complément bas, l'uvéite, la photosensibilité, les éruptions cutanées en ailes de papillon, tous les critères diagnostiques sont réunis. Le professeur Delacroix parcourut les documents avec attention, hochant lentement la tête. C'est remarquable. Comment les autres ont-ils pu passer à côté? Le lupus pédiatrique est rare, et ses symptômes sont souvent atypiques. De plus, l'arthrite était le symptôme le plus visible, ce qui a orienté les diagnostics précédents dans la mauvaise direction. Et le traitement? Corticothérapie dans un premier temps, puis hydroxychloroquine pour le long terme, avec un suivi régulier de la fonction rénale, car le lupus peut affecter les reins. Le pronostic est bon si le traitement est commencé rapidement. Geneviève s'était levée, le visage crispé. C'est absurde. Cette femme invente un diagnostic pour se rendre indispensable. C'est une manipulation évidente. Madame Beaumont. La voix du professeur Delacroix s'était durcie. Le docteur Moreau vient de poser un diagnostic que des confrères réputés ont manqué pendant des mois. Je vous suggère de modérer vos accusations. Vous ne savez pas qui elle est. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait à ma famille. Ce que j'ai fait? Élise avait parlé avant de pouvoir se retenir. La colère, trop longtemps contenue, débordait enfin. Ce que j'ai fait, Madame Beaumont, c'est vous qui m'avez jeté à la rue en pleine nuit. C'est vous qui avez convaincu votre fils que j'étais une menteuse et une intrigante. C'est vous qui m'avez dit que je ne méritais pas de respirer le même air que votre précieuse famille. Sa voix tremblait, mais elle continua. J'étais enceinte. J'avais 24 ans. Je n'avais nulle part où aller. Et vous m'avez regardé partir sous la pluie sans un once de remords. Le silence qui suivit était assourdissant. Le professeur Delacroix regardait alternativement les deux femmes, complètement dépassées par la situation. Geneviève avait pâli, ses lèvres pincées en une ligne mince. « Enceinte ?» répéta-t-elle d'une voix étranglée. « Vous étiez enceinte ?» Élise réalisa soudain ce qu'elle venait de révéler. Mais il était trop tard pour reculer. « Oui, j'étais enceinte de votre petit-fils. Un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans et qui ne sait rien de son père parce que son père n'a jamais voulu de lui. » Le visage de Geneviève se décomposa. Pour la première fois depuis qu'Élise la connaissait, cette femme hautaine et glaciale semblait véritablement ébranlée. « C'est impossible. Antoine m'aurait dit... Antoine ne sait rien. Il ne sait pas qu'il a un fils. Et il ne le saura jamais, si j'ai mon mot à dire. » Elle ramassa le dossier médical sur le bureau et se tourna vers le professeur Delacroix. « Professeur, je vous présente mes excuses pour cette scène. Elle était inappropriée. Si vous souhaitez me retirer le cas de Léa Beaumont, je comprendrai. » Le professeur sembla hésiter un instant, puis secoua la tête. « Non, docteur Moreau. Votre diagnostic est solide. Votre vie personnelle ne me regarde pas, mais votre compétence médicale est indiscutable. Vous continuerez à suivre Léa. » Il se tourna vers Geneviève. « Madame Beaumont, je vous demande de quitter mon bureau, et je vous conseille de ne plus interférer avec le travail de mon équipe. » Élise quitta le bureau du professeur Delacroix comme une automate. Ses jambes la portèrent jusqu'aux escaliers de secours, un endroit désert où elle savait pouvoir être seule. Elle poussa la porte et s'effondra contre le mur, les jambes tremblantes. Qu'avait-elle fait? Elle avait gardé ce secret pendant 7 ans. 7 années à protéger Gabriel, à lui épargner la vérité sur son père,
à construire une bulle où ils étaient tous les deux suffisants l'un pour l'autre. Et en quelques secondes de colère, elle avait tout révélé à la pire personne possible. Geneviève savait. Bientôt, Antoine saurait aussi. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de la nourrice qui gardait Gabriel. « Gabriel va bien. Il dessine dans le salon. À quelle heure rentrez-vous » Élise fixa l'écran, les yeux brouillés de larmes. Son fils, son précieux petit garçon qui ne se doutait de rien. Comment allait-elle le protéger maintenant? Elle resta là, dans la cage d'escalier froide et silencieuse, pendant ce qui lui sembla des heures. Puis, lentement, elle se redressa, essuya ses yeux, recomposa son visage de médecin. Elle avait un travail à faire, une enfant à soigner. Le reste attendrait. Le soir tombait sur Lyon lorsqu'Élise quitta enfin l'hôpital. Elle avait passé l'après-midi avec Léa, lui expliquant son diagnostic dans des termes qu'une enfant de 6 ans pouvait comprendre, la rassurant sur le traitement à venir. La petite fille avait écouté avec attention, posant des questions parfois surprenantes de maturité. « Alors mon corps se bat contre lui-même, c'est pour ça que j'ai mal ?» « Exactement. Ton système immunitaire, celui qui te protège normalement des microbes, s'est un peu trompé. Il attaque des parties de ton corps qu'il ne devrait pas attaquer. Et le médicament, il va lui dire d'arrêter? C'est ça. Le médicament va calmer ton système immunitaire pour qu'il arrête de te faire du mal. » Léa avait hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. « Vous êtes gentil, docteur Moreau. Plus gentil que les autres docteurs. » Ces mots avaient touché Élise plus qu'elle ne l'aurait voulu. Cet enfant n'avait rien demandé. Elle n'était pas responsable des actes de son père ou de sa grand-mère. Elle méritait d'être soignée avec toute la compétence et la compassion dont Élise était capable. Antoine n'avait pas été présent lors de cette visite. Une infirmière avait mentionné qu'il avait été appelé par sa mère pour une urgence familiale. Élise n'était pas dupe. Geneviève était certainement en train de tout lui raconter. En marchant vers son appartement sous le ciel crépusculaire, Élise se préparait mentalement à l'inévitable confrontation. Elle savait qu'Antoine viendrait. Elle savait qu'il exigerait des explications. Et elle savait qu'elle devrait lui faire face, cette fois sans pouvoir fuir. Gabriel était déjà au lit lorsqu'elle rentra, épuisée par sa journée d'école. La nourrice partit avec un sourire et Élise se retrouva seule dans l'appartement silencieux. Elle se prépara une tisane et s'installa dans le salon, incapable de trouver le sommeil. À 22 heures, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Élise !» La voix d'Antoine. Grave, tendue, à peine reconnaissable. « Comment as-tu eu mon numéro ?»« L'hôpital. J'ai dit que c'était pour Léa. » Un silence pesant s'installa. Élise entendait la respiration d'Antoine à l'autre bout de la ligne, saccadée, comme s'il luttait pour garder son calme. « Ma mère m'a tout dit. » Élise ferma les yeux. « Je m'en doutais. J'ai un fils, depuis 7 ans. Et tu ne m'as rien dit. Tu m'as jeté à la rue, Antoine. Tu m'as dit que tu ne voulais plus jamais me voir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te supplie de m'accepter. Tu aurais dû me le dire. C'est mon enfant. J'avais le droit de savoir. Tu as perdu tous tes droits quand tu as choisi de croire ta mère plutôt que moi. » Sa voix s'était durcie, la colère reprenant le dessus. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là? Tu m'as traité de menteuse. Tu as dit que j'avais inventé ma grossesse pour te piéger. Tu as dit que je n'étais qu'une opportuniste qui en voulait à l'argent de ta famille. J'étais sous le choc. Ma mère m'avait montré des preuves fabriquées, des mensonges, et tu les as crues sans même me laisser m'expliquer. » Un sanglot étouffé à l'autre bout de la ligne. Antoine pleurait. « Je suis désolé, Élise, je suis tellement désolé. » Elle sentit sa gorge se serrer, mais refusa de se laisser attendrir. « Tes excuses arrivent 7 ans trop tard. Je ne veux le rencontrer, mon fils. Je veux... » Non. Le mot était sorti comme un coup de fouet. Il s'appelle Gabriel. Il a 7 ans. Il est heureux, équilibré, aimé. Il ne sait rien de toi, et c'est mieux ainsi. Tu ne peux pas me refuser ça, c'est mon fils. Je peux et je le fais. Tu n'as aucun droit sur lui. Tu n'as jamais été là pour lui. Tu ne l'as jamais voulu. Je ne savais pas qu'il existait. Et à qui la faute? Un long silence suivit. Élise entendait son propre cœur battre dans ses oreilles, si fort qu'il couvrait presque le bruit de la pluie qui recommençait à tomber dehors. « Élise. » La voix d'Antoine s'était adoucie. « S'il te plaît, laisse-moi au moins le voir, de loin, juste une fois. » Elle aurait dû raccrocher. Elle aurait dû lui dire non et couper court à cette conversation. Mais quelque chose dans sa voix, cette supplication désespérée, la fit hésiter. « Je ne te promets rien. »« Merci, merci Élise. Ne me remercie pas.
Je n'ai rien accepté. Elle raccrocha avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle resta assise dans le salon, regardant la pluie ruisseler sur les vitres, perdue dans ses souvenirs. Elle se revoyait à 24 ans, fraîchement diplômée d'une école d'infirmière, travaillant dans une clinique privée du 6e arrondissement. C'était là qu'elle avait rencontré Antoine. Il était venu rendre visite à un ami hospitalisé et leurs regards s'étaient recroisés dans le couloir. Il était si beau, si charmant. Il l'avait invité à prendre un café, puis à dîner, puis à passer un week-end dans la maison de campagne de sa famille. Elle était tombée amoureuse comme on tombe d'une falaise, sans rien voir venir, sans pouvoir s'arrêter. Pendant 6 mois, elle avait vécu un conte de fées. Antoine la couvrait de cadeaux, l'emmenait dans des restaurants luxueux, lui parlait de leur avenir ensemble. Elle avait cru que leur différence de milieu social n'avait pas d'importance, que l'amour suffisait. Puis elle était tombée enceinte. Et tout avait basculé. La mère d'Antoine n'avait jamais accepté leur relation. Pour Geneviève Beaumont, Élise n'était qu'une petite infirmière sans fortune ni pédigré, une intrigante qui cherchait à mettre la main sur l'héritage familial. Quand elle avait appris la grossesse, elle avait décidé d'agir. Élise ne sut jamais exactement quel mensonge Geneviève avait raconté à son fils. Elle ne sut jamais quelle preuve fabriquée elle lui avait montrée. Tout ce qu'elle savait, c'était que le soir où elle avait annoncé sa grossesse à Antoine, l'homme qu'elle aimait l'avait regardée avec dégoût. « Ma mère avait raison », avait-il dit. « Tu n'es qu'une menteuse. » Il l'avait jetée dehors sous la pluie de janvier. Elle avait marché pendant des heures dans les rues de Lyon, trempée jusqu'aux os, avant de trouver refuge dans un bus de nuit pour Paris. Les mois qui avaient suivi restaient flous dans sa mémoire. L'hébergement d'urgence. Les démarches administratives. La décision de reprendre ses études pour devenir médecin, de se battre pour offrir une vie meilleure à l'enfant qu'elle portait. Gabrielle était née en septembre, par une nuit d'orage. Elle l'avait tenu dans ses bras, en pleurant de joie et de douleur mêlées. Ce petit être innocent, fruit d'un amour trahi, était devenu sa raison de vivre. Elle avait travaillé comme une forcenée pour financer ses études de médecine, jonglant entre les gardes de nuit et les cours, dormant à peine 4 heures par jour. Elle avait réussi chaque examen, brillé à chaque stage, jusqu'à devenir la spécialiste reconnue qu'elle était aujourd'hui. Tout cela, elle l'avait fait seule, sans l'aide de personne, et certainement pas avec celle d'Antoine Beaumont. Le lendemain matin, Élise déposa Gabriel à l'école comme d'habitude. Le petit garçon, inconscient du drame qui se jouait autour de lui, babillait joyeusement sur son nouvel ami Lucas et sur le match de football prévu à la récréation. « Tu viendras me voir jouer un jour, maman ?»« Bien sûr, mon cœur, je viendrai te voir jouer. » Elle le regarda disparaître derrière les grilles de l'école, son cartable rebondissant sur son dos, et sentit son cœur se serrer. Comment allait-elle protéger cette innocence ? Comment allait-elle expliquer à son fils que son père existait, qu'il vivait dans cette même ville, qu'il avait une autre fille qu'il aimait et soignait alors qu'il n'avait jamais voulu de lui? Elle ne pouvait pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. À l'hôpital, la journée commença par une bonne nouvelle. Les premiers résultats du traitement de Léa étaient encourageants. La fièvre avait baissé, les douleurs articulaires diminuaient. L'enfant avait même retrouvé un peu d'appétit. « Docteur Moreau, regardez, j'ai mangé toute ma compote. » Léa brandissait fièrement son pot vide, un sourire illuminant son visage pâle. Élise ne put s'empêcher de sourire en retour. « C'est formidable, Léa. Tu continues comme ça et tu pourras bientôt rentrer chez toi. »« C'est vrai? Je pourrai retourner à l'école, voir mes copines? »« Oui, ma puce, mais il faudra d'abord que tu te reposes bien et que tu prennes tous tes médicaments. » Antoine était présent ce matin-là, assis dans son fauteuil habituel près de la fenêtre. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il avait les yeux rougis, le teint gris de ceux qui n'ont pas dormi. Mais il ne dit rien, respectant apparemment le cadre professionnel qu'Élise avait imposé. Elle examina Léa avec attention, vérifiant ses articulations, auscultant son cœur, palpant son abdomen à la recherche de signes d'atteinte rénale. « Tout semble bien aller », annonça-t-elle en refermant son stéthoscope. « Je repasserai cet après-midi pour voir les résultats de la prise de sang de ce matin. » Elle allait partir lorsque la voix de Léa l'arrêta. « Docteur Moreau. »« Oui? Vous avez des enfants ?» La question la prit de court. Elle sentit le regard d'Antoine peser sur elle, attendant sa réponse. « Oui, » dit-elle finalement. « J'ai un petit garçon. Il a 7 ans. Il s'appelle Gabriel. » Le visage de Léa s'illumina. « 7 ans ?»
C'est presque comme moi. On pourrait jouer ensemble. Élise sentit sa gorge se nouer. On verra, ma puce. On verra. Elle quitta la chambre sans regarder Antoine, le cœur battant à tout rompre. Ça, c'est Samus Motato d'Ostium l'après-midi. Alors qu'elle étudiait les résultats d'analyse dans son bureau, quelqu'un frappa à sa porte. « Entrez !» Antoine apparut sur le seuil. Il avait l'air épuisé, vaincu. « Je peux te parler ? S'il te plaît. 5 minutes. » Élise hésita puis hocha la tête. Elle lui désigna la chaise face à son bureau. « Ferme la porte. » Il obéit et s'assit, les mains crispées sur ses genoux. « Je voulais te remercier. Pour Léa. Tu lui as probablement sauvé la vie. Je fais mon travail. Non, tu fais plus que ton travail. Tu aurais pu refuser de t'occuper d'elle. Après ce que je t'ai fait, tu aurais eu toutes les raisons de nous laisser tomber. » Élise le regarda droit dans les yeux. Une enfant malade n'est pas responsable des erreurs de ses parents. Léa mérite d'être soignée, quels que soient mes sentiments envers toi. Antoine baissa la tête. Je sais que tu me détestes. Tu as toutes les raisons de me détester. Ce que j'ai fait cette nuit-là, je n'ai pas d'excuse, j'étais lâche. J'ai laissé ma mère me manipuler. Pourquoi l'as-tu cru? La question était sortie malgré elle, brûlante, douloureuse. Pourquoi as-tu cru ces mensonges plutôt que moi? Je t'aimais, Antoine. Je portais ton enfant. Et tu m'as regardé comme si j'étais une criminelle. Il leva les yeux vers elle, le regard brillant de larmes. J'avais peur. Ma mère m'avait montré des relevés bancaires, des messages. Elle prétendait que tu avais un autre homme, que tu cherchais à me piéger pour l'argent. J'étais jeune, idiot, et j'ai cru ce qu'elle me disait parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Quelle vérité? Que je t'aimais trop, que j'avais peur de m'engager, que devenir père à 26 ans me terrifiait. Ma mère m'a offert une porte de sortie et je l'ai prise, comme le lâche que j'étais. Élise sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas de la compassion, non, pas encore, mais peut-être une forme de compréhension. Tu as détruit ma vie, Antoine. Je sais. Tu m'as obligé à reconstruire seul, à élever notre fils sans père, à lui mentir sur ses origines. Je sais, et je ne pourrai jamais réparer ça. Mais je veux essayer. Je veux connaître Gabriel. Je veux être un père pour lui, même si c'est trop tard. Élise secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Gabriel a une vie. Il est heureux. Je ne vais pas bouleverser son monde pour apaiser ta culpabilité. Ce n'est pas de la culpabilité. C'est... Il chercha ses mots. C'est le besoin de réparer ce que j'ai cassé, de devenir l'homme que j'aurais dû être il y a 7 ans. Ils restèrent silencieux un long moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Élise parla, la voix basse. « Je ne te promets rien, mais je vais y réfléchir. Pour Gabriel. Pas pour toi. » Antoine hocha la tête, acceptant ce maigre espoir. « Merci, Élise. C'est plus que je ne mérite. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Il te ressemble ?» Elle hésita, puis répondit malgré elle. « Non, il te ressemble à toi, tes yeux, ton sourire. C'est difficile parfois. » Antoine ferma les yeux un instant, comme s'il encaissait un coup. « Je suis désolé. Pour tout. » Puis il partit, la laissant seule avec ses doutes et ses souvenirs. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation dans le bureau d'Élise. Le traitement de Léa progressait remarquablement bien. La petite fille reprenait des couleurs, son appétit était revenu, et elle recommençait à rire, à jouer, à redevenir l'enfant qu'elle aurait toujours dû être. Élise passait la voir chaque matin, notant avec satisfaction les améliorations dans son dossier médical. Malgré elle, elle s'était attachée à cet enfant aux yeux bleus et au caractère bien trempé. Léa avait cette façon de poser des questions directes, sans filtre, qui la désarmait complètement. « Docteur Moreau, pourquoi vous êtes toujours triste quand vous regardez mon papa ?» La question l'avait prise de court un matin, alors qu'Antoine venait d'entrer dans la chambre avec un bouquet de marguerites pour sa fille. « Je ne suis pas triste, ma puce. Je suis concentré, c'est différent. » Léa avait penché la tête, pas dupe. « Ma mamie dit que vous vous connaissiez avant. » « C'est vrai ?» Élise avait senti le regard d'Antoine peser sur elle. Elle avait choisi de répondre honnêtement, du moins en partie. « Oui, on se connaissait. Il y a longtemps, avant que tu naisses. Vous étiez amis ? Quelque chose comme ça, oui. » Léa avait semblé satisfaite de cette réponse et était retournée à son livre d'images. Mais Élise avait vu le regard reconnaissant d'Antoine et quelque chose s'était serré dans sa poitrine. Sous m'interromit ce soir-là en rentrant chez elle. Élise trouva Gabriel assis devant la télévision, absorbé par un dessin animé. La nourrice, Madame Perrin, une femme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux, rangeait la cuisine,
Il a été adorable, dit-elle en enfilant son manteau. Il a fait tous ses devoirs sans rechigner et il a même mangé ses haricots verts. Ces haricots verts, c'est un miracle. Madame Perrin rit doucement. Je lui ai promis une part de gâteau au chocolat en récompense. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Merci pour tout, Madame Perrin. Une fois seule avec son fils, Élise s'installa sur le canapé à côté de lui. Gabriel se blottit immédiatement contre elle, les yeux toujours rivés sur l'écran. « Maman ? Oui, mon cœur. Lucas, il a un papa. Et Théo aussi. Et Manon, elle en a deux parce que ses parents sont divorcés. » Élise sentit son estomac se nouer. Elle savait que cette conversation viendrait un jour. Elle s'y était préparée pendant des années. Mais maintenant qu'elle était là, elle ne savait plus quoi dire. « Pourquoi tu me parles de ça, Gabriel ?» Le petit garçon haussa les épaules sans quitter l'écran des yeux. « Je sais pas, je me demandais juste. Moi j'ai pas de papa, c'est bizarre, non ?» Élise prit une inspiration profonde. « Tu as un papa, Gabriel. Tout le monde a un papa. Alors il est tout. » La question si simple et si dévastatrice resta suspendue dans l'air. Élise chercha ses mots, le cœur battant. « Ton papa et moi, on s'est séparés avant ta naissance. Ce n'était pas possible pour nous de rester ensemble. Mais pourquoi il vient jamais me voir? Il m'aime pas? Oh mon cœur. » Elle serra son fils contre elle, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ça. C'est compliqué. Les histoires d'adultes, c'est souvent compliqué. » Gabriel leva enfin les yeux vers elle. « Il sait que j'existe ?» Élise hésita. Elle avait passé 7 ans à mentir par omission, à protéger son fils d'une vérité qu'elle jugeait trop douloureuse. Mais Gabriel grandissait. Il posait des questions, et il méritait une réponse honnête. Maintenant, oui, il le sait. Les yeux de Gabriel s'agrandirent. Maintenant, ça veut dire qu'avant il savait pas? C'est difficile à expliquer, mon cœur. Mais maman, s'il sait maintenant, est-ce qu'il va venir me voir? Comment répondre à ça? Comment expliquer à un enfant de 7 ans que son père était un homme qui l'avait rejeté avant même sa naissance, mais qui maintenant prétendait vouloir faire partie de sa vie? Je ne sais pas, Gabriel, peut-être. Est-ce que tu voudrais le rencontrer? Le petit garçon réfléchit un long moment, le visage sérieux. Je crois que oui, pour voir à quoi il ressemble. Et pour lui demander pourquoi il est jamais venu. Élise ferma les yeux submergée par l'émotion. Son fils, si petit et si brave, qui voulait affronter l'homme qui l'avait abandonné. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais voir ce que je peux faire, mais tu dois me promettre quelque chose. »« Quoi ? Si tu le rencontres et que ça te rend triste, ou en colère, ou que tu ne veux plus le voir, tu me le dis tout de suite. D'accord ?» Gabriel hocha la tête solennellement. Promis. Le lendemain, Élise attendit qu'Antoine soit seul dans la chambre de Léa pour lui parler. La petite fille était partie faire des examens de contrôle, accompagnée d'une infirmière, et le silence de la chambre semblait chargé d'électricité. « J'ai parlé à Gabriel », dit-elle sans préambule. Antoine se redressa dans son fauteuil, le visage tendu. « Et il sait qu'il a un père. Il sait que tu existes. Et il veut te rencontrer. » Elle vit les émotions se succéder sur le visage d'Antoine. Le choc, l'espoir, la peur, et quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Vraiment ? Il veut me voir ? Ne te réjouis pas trop vite. Il veut aussi savoir pourquoi tu n'as jamais été là. Il a des questions auxquelles tu devras répondre honnêtement. » Antoine hocha la tête, le regard brillant. « Je répondrai à tout. Je lui dirai la vérité. La vérité, c'est que tu m'as abandonnée enceinte parce que ta mère t'a convaincu que j'étais une menteuse. C'est ça que tu vas lui dire ?» Il blêmit, mais ne détourna pas le regard. « Je lui dirai que j'ai fait une terrible erreur, que j'étais jeune et lâche, que je regrette chaque jour de ma vie depuis que j'ai appris son existence. Les regrets ne suffisent pas, Antoine. Gabriel n'a pas besoin d'un père rongé par la culpabilité. Il a besoin d'un père présent, stable, fiable. Est-ce que tu es capable d'être ça? Je veux essayer. Laisse-moi essayer, Élise, s'il te plaît. » Elle l'observa longuement, cherchant dans ses yeux une trace de la sincérité qu'il affirmait. Ce qu'elle vit la surprit. Il n'y avait pas de manipulation, pas de calcul. Juste une supplique désespérée, celle d'un homme qui réalisait trop tard l'ampleur de ce qu'il avait perdu. « Samedi après-midi, » dit-elle finalement, « au parc de la Tête d'Or, 15 heures. Gabriel aime nourrir les canards. » Le visage d'Antoine s'illumina. « Merci, merci, Élise, je serai là. Je te promets que je ne te décevrai pas, que je ne le décevrai pas. On verra. » Elle quitta la chambre avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, le cœur lourd d'appréhension. Les jours qui suivirent
passèrent avec une lenteur insupportable. Élise dormait mal, rongée par l'anxiété. Avait-elle pris la bonne décision? N'était-elle pas en train d'exposer son fils à une nouvelle blessure? Gabriel, lui, semblait étrangement serein. Il avait posé quelques questions supplémentaires sur son père, auxquelles Élise avait répondu avec prudence, mais le reste du temps, il vaquait à ses occupations habituelles comme si de rien n'était. « Tu n'es pas nerveux ?» lui demanda-t-elle le vendredi soir. « Un peu, » admit-il. « Mais tu seras là, non ? » « Bien sûr que je serai là. Je ne te laisserai jamais. » Il lui sourit avec cette confiance absolue que les enfants ont en leurs parents, cette foi inébranlable qui faisait d'elle son univers entier. Elle le serra dans ses bras, le cœur débordant d'amour et de terreur mêlée. Le samedi arriva, gris et venteux comme souvent à Lyon en cette fin d'hiver. Élise et Gabriel prirent le métro jusqu'à la station Masséna, puis marchèrent jusqu'à l'entrée principale du parc de la Tête d'Or. Le parc était l'un des plus grands de France. Une oasis de verdure au cœur de la ville. Des familles se promenaient le long des allées, des enfants couraient sur les pelouses encore humides de rosée, des couples se tenaient la main près du lac où voguaient des barques multicolores. Gabriel tenait fermement la main de sa mère, un sac de pain rassis dans l'autre main pour les canards. Il regardait autour de lui avec curiosité, cherchant sans doute un visage qu'il ne connaissait pas encore. « Elle est là », murmura Élise. Antoine les attendait près du grand lac, assis sur un banc, le regard fixé sur l'eau. Il portait un jean et une veste sombre, beaucoup plus simple que ses habituels vêtements de marque. En les voyant approcher, il se leva, le visage pâle d'émotion. Gabriel s'était arrêté, immobile, observant cet inconnu qui était pourtant son père. Élise sentit sa petite main serrer plus fort la sienne. « Maman, c'est lui ? » ?»« Oui, mon cœur, c'est lui. » Antoine s'approcha lentement, comme on approche un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. Ses yeux ne quittaient pas Gabriel, buvant chaque détail de ce visage qu'il voyait pour la première fois. « Bonjour, Gabriel, » dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Je m'appelle Antoine, je suis ton papa. » Gabriel le dévisagea avec intensité, cette façon qu'ont les enfants de jauger les adultes, sans faux semblant. « T'as les mêmes yeux que moi, » dit-il finalement. Antoine eut un rire étranglé, entre le sanglot et la joie. « Oui, tu as raison, on a les mêmes yeux. » Un silence s'installa, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Puis, Gabriel lâcha la main de sa mère et fit un pas vers Antoine. « Maman dit que t'as fait une erreur et que c'est pour ça que t'étais pas là avant. C'est vrai ?» Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Oui, c'est vrai. J'ai fait une très grande erreur. La plus grande erreur de ma vie. Et je suis vraiment, vraiment désolé. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait cette erreur ?» Antoine chercha ses mots. « Parce que j'avais peur. J'étais jeune et j'avais peur de devenir papa. Alors, j'ai fait quelque chose de très mal à ta maman et je me suis retrouvé sans vous deux. » Gabriel réfléchit un moment. « T'as plus peur maintenant ? » ?»« Non. Maintenant, j'ai compris que la chose la plus effrayante, c'était de ne pas te connaître. » Le petit garçon hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse. Puis il tendit le sac de pain vers Antoine. « Tu veux m'aider à nourrir les canards ?» Le sourire qui illumina le visage d'Antoine fut si lumineux qu'Élise dut détourner le regard. « J'adorerais ça. » Élise les regardait de loin, assise sur un banc à quelques mètres du bord de l'eau. Gabriel et Antoine jetaient des morceaux de pain aux canards qui s'agglutinaient autour d'eux, leurs cris rauques résonnant dans l'air frais du matin. Elle entendait par moments le rire de son fils, ce son cristallin qu'elle chérissait plus que tout au monde. Elle avait préparé cette rencontre avec angoisse, imaginant tous les scénarios catastrophes possibles. Gabriel, qui rejetterait Antoine. Antoine, qui dirait quelque chose de maladroit. Une dispute qui laisserait son fils brisé et confus. Mais rien de tout cela ne s'était produit. Contre toute attente, Gabriel semblait à l'aise avec cet homme qu'il venait de rencontrer. Il lui parlait avec cette franchise désarmante qui le caractérisait, posant des questions, écoutant les réponses, riant parfois à une plaisanterie qu'Élise ne pouvait pas entendre. C'était déstabilisant et étrangement douloureux. Pendant 7 ans, elle avait été le centre du monde de Gabriel, son seul parent, son unique repère. Et maintenant, elle le regardait créer un lien avec l'homme qui l'avait abandonné, et elle ne savait pas comment se sentir. Soulagée que son fils puisse avoir un père, ou terrifiée de le perdre au profit de quelqu'un qui ne le méritait pas. Peut-être les deux. Au bout d'1 heure, Gabriel revint en courant vers elle, les joues rougies par le froid et les yeux brillants d'excitation. « Maman, Antoine, il connaît tous les noms des canards.
Il y en a un qui s'appelle un colvert et un autre c'est un fuligule morillon. C'est trop drôle comme nom. Élise sourit malgré elle. Un fuligule morillon? C'est vrai que c'est un drôle de nom. Antoine les avait rejoints, gardant une distance respectueuse. Il avait l'air épuisé mais heureux, comme quelqu'un qui vient de courir un marathon et qui a franchi la ligne d'arrivée. « Merci », dit-il doucement à Élise. « Merci de m'avoir donné cette chance. » Elle hocha la tête sans répondre. Les mots lui semblaient insuffisants, inadaptés à la complexité de ce qu'elle ressentait. « On peut revenir ?» demanda Gabriel. « La semaine prochaine ?» Élise et Antoine échangèrent un regard. « On verra, mon cœur. On en reparlera à la maison. » Gabriel sembla accepter cette réponse, trop excité par sa matinée pour insister. Il attrapa la main de sa mère et l'entraîna vers la sortie du parc, se retournant plusieurs fois pour faire des signes à Antoine. Le soir, une fois Gabriel couché, Élise s'installa dans le salon avec une tasse de thé brûlante. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Je ne sais pas comment te remercier pour aujourd'hui, Gabriel, et il est extraordinaire. Tu as fait un travail incroyable avec lui. Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais je te promets de tout faire pour la gagner, pour lui, et pour toi si tu me le permets. » Elle fixa l'écran pendant de longues minutes, ne sachant pas quoi répondre. Finalement, elle tapa quelques mots. Il a aimé les canards. C'est un bon début. La réponse vint presque immédiatement. Samedi prochain, même endroit, même heure? Elle hésita, puis répondit. D'accord, mais Antoine, ne lui fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Il a déjà assez souffert de ton absence. Je comprends, je serai prudent. Bonne nuit, Élise. Bonne nuit. Elle posa le téléphone et ferma les yeux. Quelque chose était en train de changer, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. La semaine suivante, Élise reçut une visite inattendue à l'hôpital. Elle sortait de la chambre de Léa, dont l'état continuait de s'améliorer, lorsqu'elle aperçut une silhouette familière dans le couloir. Une femme élégante aux cheveux gris, vêtue d'un manteau de cachemire beige. Geneviève Beaumont. Élise se figea, le cœur battant. Elle n'avait pas revu la mère d'Antoine depuis leur confrontation dans le bureau du professeur Delacroix. Elle s'était attendue à des représailles, à des manœuvres sournoises pour la faire renvoyer de l'hôpital. Mais rien n'était venu. Jusqu'à maintenant, docteur Moreau. La voix de Geneviève était différente, moins froide, moins méprisante. Il y avait même quelque chose qui ressemblait à de l'hésitation. « Madame Beaumont, Léa va bien si c'est ce que vous voulez savoir. Son traitement fonctionne. Je sais, Antoine m'a tenu informé. » Geneviève marqua une pause. « Ce n'est pas pour Léa que je suis venue. » Élise haussa un sourcil. « Alors pourquoi? Pour vous parler. En privé, si c'est possible. » Chaque fibre du corps d'Élise lui criait de refuser. Cette femme lui avait tout pris, l'avait humiliée, l'avait jetée à la rue enceinte et sans ressources. Elle ne lui devait rien. Certainement pas une conversation privée. Et pourtant, quelque chose dans l'attitude de Geneviève la poussa à accepter. « Mon bureau, 5 minutes. » Elles s'assirent face à face, séparées par le bureau d'Élise. Le silence s'étira pesant, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit entre elles. Ce fut Geneviève qui parla la première. « J'ai fait des choses terribles. » Élise ne répondit pas. Elle attendait la suite. « Il y a 7 ans, j'étais convaincue d'agir pour le bien de mon fils. Je pensais vous protéger, lui, de ce que je considérais comme une erreur de jeunesse. Je n'ai jamais pensé aux conséquences pour vous, ni pour l'enfant. Gabriel, » dit Élise d'une voix dure. « Il s'appelle Gabriel. » Geneviève hocha la tête. « Gabriel, mon petit-fils, que je n'ai jamais connu parce que j'ai détruit sa famille avant même qu'elle n'existe. » Elle sortit un mouchoir de son sac et tamponna délicatement le coin de ses yeux. Élise observait la scène avec méfiance. Était-ce une manipulation de plus? Une nouvelle tentative pour la déstabiliser? « Pourquoi me dites-vous tout ça maintenant ?» Geneviève leva les yeux vers elle. « Parce que j'ai failli perdre Léa. Ma petite fille était mourante, et personne ne pouvait la sauver. Personne sauf vous. La femme que j'avais chassée, humiliée, détruite. » Sa voix trembla. « Quand je vous ai vu dans le bureau du professeur Delacroix, j'ai eu honte. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu honte de ce que j'avais fait. Vous auriez pu refuser de soigner Léa. Vous auriez pu nous laisser souffrir comme je vous ai fait souffrir. Mais vous ne l'avez pas fait. Je suis médecin, » dit Élise froidement. « Je soigne les enfants malades. C'est mon travail. C'est plus que ça. Vous avez choisi de sauver ma petite fille malgré tout ce que je vous ai fait. C'est de la grandeur d'âme, quelque chose que je n'ai jamais eu.
Élise sentit quelque chose remuer en elle. Pas de la compassion pour cette femme, non, pas encore, mais peut-être une forme de reconnaissance. Geneviève Beaumont, cette matriarche hautaine et glaciale, était en train de s'humilier devant elle, de reconnaître ses torts. C'était plus qu'Antoine n'avait jamais fait à l'époque. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda Élise. « Mon pardon ? Non. Je sais que je ne le mérite pas. J'attends juste une chance. Une chance de connaître Gabriel. D'être une grand-mère pour lui, si vous le permettez un jour. » Élise secoua la tête. « C'est trop tôt. Gabriel vient à peine de rencontrer son père. Il ne sait même pas que vous existez. Je comprends. Je ne demande rien pour l'instant. Je voulais juste que vous sachiez que je regrette profondément. » Elle se leva, rajustant son manteau avec des gestes mécaniques. « Je ne vous importunerai plus. Mais si un jour vous décidez de me donner une chance, je serai là. » Elle quitta le bureau sans un mot de plus, laissant Élise seule avec ses pensées. Ce soir-là, Élise appela sa mère pour la première fois depuis des semaines. Martine Moreau vivait dans un petit appartement à Villeurbanne, à quelques kilomètres de Lyon. Elle avait été le seul soutien d'Élise pendant ces années difficiles, l'aidant à s'occuper de Gabriel, quand ses études l'empêchèrent d'être présente. « Ma chérie, comment vas-tu? Et mon petit Gabriel? »« On va bien, maman, Gabriel s'est bien adapté à sa nouvelle école. Et ton travail? L'hôpital ?» Élise hésita. Elle n'avait pas encore parlé à sa mère de la présence d'Antoine à Lyon, de leur confrontation, de la rencontre entre Gabriel et son père. « Il s'est passé des choses, maman, des choses importantes. » Elle lui raconta tout. La découverte de Léa, les retrouvailles avec Antoine, la visite de Geneviève, et surtout, la rencontre au parc de la Tête d'Or. Le silence qui suivit dura de longues secondes. « Tu as laissé cet homme approcher Gabriel? Après tout ce qu'il t'a fait? » Gabriel voulait le rencontrer, maman. Il a le droit de connaître son père. Chaz, son père. Cet homme n'a jamais été un père pour lui. Il l'a abandonné avant même sa naissance. Je sais, mais les gens changent. Peut-être qu'Antoine a vraiment changé. Et peut-être que non. Peut-être qu'il va encore te faire souffrir. Vous faire souffrir tous les deux. Élise ferma les yeux. C'est un risque que je dois prendre. Pour Gabriel. Sa mère soupira à l'autre bout de la ligne. Tu as toujours été trop généreuse, ma fille. Trop prompte à pardonner. C'est ta force et ta faiblesse. Je ne pardonne pas, maman, pas encore. Peut-être jamais. Mais je donne une chance, c'est différent. J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi, maman. Moi aussi. Les semaines passèrent. Les visites au parc devinrent une routine du samedi. Gabriel et Antoine construisaient lentement une relation, brique après brique, mot après mot. Élise les observait de loin, toujours vigilante, toujours prête à intervenir si quelque chose tournait mal. Mais rien ne tournait mal. Antoine se montrait patient, attentif, présent. Il n'essayait pas d'acheter l'affection de Gabriel avec des cadeaux ou des promesses extravagantes. Il se contentait d'être là, d'écouter, de jouer, de rire avec son fils. Un samedi, Gabriel posa une question qui prit tout le monde de court. « Antoine, est-ce que Léa, c'est ma sœur ?» Antoine et Élise échangèrent un regard stupéfait. Ils n'avaient pas encore abordé ce sujet avec Gabriel. Comment savait-il? « Qui t'a parlé de Léa ?» demanda Élise. « J'ai entendu les infirmières à l'hôpital, quand tu m'as emmené une fois. Elles disaient que le papa de Léa, c'était le même que mon papa. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Antoine s'agenouilla devant Gabriel. « Oui, bonhomme. Léa est ta demi-sœur. On a le même papa, toi et elle. Est-ce que ça te fait quelque chose ?» Gabriel réfléchit un long moment. « Ça veut dire que j'ai une sœur maintenant ?»« Oui, si tu veux la considérer comme ta sœur. » Le visage de Gabriel s'illumina. « Cool, j'ai toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je peux la rencontrer ?» Élise sentit son cœur se serrer. Tout allait trop vite. Les liens se tissaient autour d'elle, l'enserrant dans une toile qu'elle n'avait pas prévue. Gabriel voulait rencontrer Léa. Léa qui était la fille d'Antoine avec une autre femme. Léa qui représentait tout ce qu'Antoine avait construit sans elle. Mais comment refuser cette joie simple à son fils? « On va en discuter, dit-elle finalement. Léa est encore à l'hôpital, elle se repose. Mais bientôt peut-être. » Gabriel hocha la tête, satisfait de cette promesse. Et Élise comprit que sa vie, si soigneusement reconstruite, était en train de basculer vers quelque chose de complètement nouveau. Le printemps était enfin arrivé sur Lyon. Les marronniers du parc de la Tête d'Or se couvraient de bourgeons, les jonquilles perçaient la terre encore humide des massifs, et le soleil osait quelques apparitions timides entre les nuages. Léa Beaumont avait quitté l'hôpital depuis 2 semaines, suffisamment rétablie pour reprendre une vie presque normale, avec ses médicaments quotidiens et ses visites de contrôle régulières.
Élise avait longuement réfléchi avant d'accepter la rencontre entre Gabriel et Léa. Elle avait pesé le pour et le contre, consulté une psychologue spécialisée dans les familles recomposées, parlé avec Gabriel pour s'assurer qu'il comprenait la situation. Son fils, avec cette sagesse surprenante qui le caractérisait, avait balayé ses inquiétudes d'un haussement d'épaule. « Maman, c'est ma sœur. Même si on ne se connaît pas encore, c'est ma sœur. C'est important, non ?» Comment argumenter face à une logique aussi limpide? La rencontre fut organisée un dimanche après-midi dans l'appartement d'Antoine situé dans le quartier des Brotteaux. Élise avait d'abord refusé de s'y rendre, proposant un terrain neutre comme un parc ou un café. Mais Antoine avait insisté. « Léa se fatigue encore vite. Elle sera plus à l'aise chez elle. Et puis, je voudrais que Gabriel voie où je vis, que ce soit un endroit réel pour lui, pas juste une idée abstraite. » Elle avait fini par céder, non sans appréhension. L'immeuble d'Antoine était un bâtiment haussmannien, à la façade crème, avec des balcons en fer forgé et de hautes fenêtres qui reflétèrent le ciel printanier. Un gardien en uniforme les accueillit dans le hall d'entrée, tout en marbres et en dorures. Gabriel regardait autour de lui avec des yeux ronds. « Waouh! C'est comme dans un château. » Élise serra sa main un peu plus fort. Elle détestait cet endroit. Il lui rappelait trop la famille Beaumont, leur richesse ostentatoire, leur mépris pour ceux qui n'appartenaient pas à leur monde. Mais elle était là pour Gabriel, pas pour elle-même. L'ascenseur les déposa au 4e étage. Antoine les attendait sur le palier, visiblement nerveux. Il portait une chemise bleu ciel aux manches retroussées et un sourire qui se voulait rassurant, mais qui trahissait son anxiété. « Bienvenue. Entrez, je vous en prie. » L'appartement était vaste et lumineux, décoré avec un goût sobre mais indéniablement luxueux. Des tableaux modernes ornaient les murs blancs, des meubles design côtoyaient quelques pièces anciennes, héritées de la famille. Mais ce qui frappa Élise, ce furent les dessins d'enfants affichés sur le réfrigérateur de la cuisine ouverte, les peluches abandonnées sur le canapé, les photos de Léa partout, à tous les âges, du nourrisson joufflu à la petite fille souriante. C'était un foyer, un vrai foyer de père célibataire. « Léa !» appela Antoine. « Nos invités sont arrivés. » Un bruit de pas précipité retentit dans le couloir, et Léa apparut, ses cheveux blonds noués en 2 tresses qui dansaient sur ses épaules. Elle avait repris des couleurs depuis sa sortie de l'hôpital, même si ses joues gardaient encore cette pâleur caractéristique des enfants convalescents. Elle s'arrêta net en voyant Gabriel, le dévisageant avec une curiosité intense. « C'est toi, mon frère ?» Gabriel hocha la tête, soudain intimidé. « Demi-frère. On a le même papa, mais pas la même maman. »« Je sais, papa m'a expliqué. » Léa pencha la tête sur le côté. « T'as les mêmes yeux que lui. Et que moi. C'est bizarre. »« Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. » Un silence s'installa. Les 2 enfants se jaugeaient, incertains de la marche à suivre. Puis Léa eut un sourire éclatant. « Tu veux voir ma chambre? J'ai plein de Lego. On pourrait construire un vaisseau spatial. » Le visage de Gabriel s'illumina. « Un vaisseau spatial? Trop bien. » Et comme ça, sans cérémonie, les 2 enfants disparurent dans le couloir, leur voix excitée résonnant dans l'appartement. Élise resta figée dans l'entrée, submergée par l'émotion. La rencontre qu'elle avait tant redoutée venait de se produire avec une simplicité déconcertante. Pas de drame, pas de larmes, pas de questions difficiles. Juste 2 enfants qui découvraient qu'ils avaient quelque chose en commun et qui décidaient de construire un vaisseau spatial ensemble. Antoine se tourna vers elle, le regard brillant. « Tu veux un café ?» Ils s'installèrent dans le salon, chacun à une extrémité du canapé, comme 2 inconnus dans une salle d'attente. Les rires des enfants leur parvenaient depuis la chambre de Léa, ponctués de bruits de Lego qui s'entrechoquent. « Ils ont l'air de bien s'entendre, » dit Antoine. « Les enfants sont comme ça. Ils ne s'embarrassent pas des complications des adultes. Si seulement on pouvait être comme eux. » Élise ne répondit pas. Elle regardait autour d'elle, absorbant les détails de cet appartement qui aurait pu être le sien dans une autre vie. Les livres sur les étagères, la guitare posée dans un coin, les photos de Léa avec son père, leur visage rayonnant de bonheur. « Sophie, » dit-elle soudain, « la mère de Léa, comment était-elle » Antoine sembla surpris par la question. Sophie, elle était lumineuse, généreuse. Elle voyait toujours le meilleur chez les gens. « Tu l'aimais » Il hésita, cherchant ses mots. « Je crois que je l'ai aimée, oui. Pas comme je t'ai aimé toi, différemment. Elle est arrivée dans ma vie à un moment où j'étais perdu, rongé par la culpabilité de ce que je t'avais fait. Elle m'a aidé à me reconstruire. Et ta mère l'approuvait, elle. Ce n'était pas une question. » Antoine grimaça. « Oui,
Sophie venait d'une bonne famille lyonnaise. Elle cochait toutes les cases que ma mère avait établies, contrairement à toi. Élise sentit une pointe de douleur familière lui transpercer le cœur. Même après toutes ces années, la blessure était encore vive. Comment est-elle morte? Tu m'as dit un accident de voiture. Le visage d'Antoine s'assombrit. Une nuit de novembre, il y a 2 ans. Elle rentrait d'une réunion de parents d'élèves. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle n'a pas eu le temps de freiner. Je suis désolé. Léa avait 4 ans. Elle ne comprenait pas pourquoi maman ne revenait pas. J'ai dû lui expliquer la mort, le deuil, l'absence définitive. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Élise pensa à Gabriel, à tout ce qu'elle lui avait épargné en gardant Antoine loin de leur vie, mais aussi à tout ce qu'elle lui avait volé. Un père, une sœur, une famille élargie. Les enfants sont plus forts qu'on ne le croit, dit-elle doucement. Ils s'adaptent, ils survivent, comme toi. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, il n'y avait pas de colère dans les yeux d'Élise. Juste une fatigue immense, celle de quelqu'un qui a porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. J'ai survécu parce que je n'avais pas le choix. Gabriel avait besoin de moi, je ne pouvais pas m'effondrer. Tu as fait tellement plus que survivre. Tu es devenu médecin. Tu as sauvé des dizaines d'enfants. Tu as élevé Gabriel seul, et il est incroyable. Tu as transformé ta douleur en force. Ne me mets pas sur un piédestal, Antoine. Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Non, n'importe quelle mère n'aurait pas pu faire ce que tu as fait. Tu es exceptionnelle, Élise. Tu l'as toujours été. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Et c'est pour ça que je me déteste de t'avoir perdu. La conversation fut interrompue par l'arrivée tumultueuse des 2 enfants, brandissant fièrement leur création. Regardez, on a fait un vaisseau spatial géant. La construction était bancale, asymétrique, avec des couleurs mal assorties et des pièces qui menaçaient de se détacher à tout moment. Mais les visages rayonnants de Gabriel et Léa valaient tous les chefs d'œuvre du monde. « Il est magnifique », dit Élise, avec un sourire sincère. « Vous êtes de vrais ingénieurs. »« Gabriel, il est trop fort en Lego », déclara Léa avec admiration. « Il a trouvé comment faire les ailes. Moi, j'arrivais pas. » Et Léa, elle a eu l'idée de mettre des lumières, ajouta Gabriel, en montrant les petites pièces translucides qu'ils avaient intégrées à la structure. C'est elle le cerveau de l'opération. Antoine et Élise échangèrent un regard amusé. En l'espace d'1 heure, leurs enfants étaient devenus une équipe soudée, se complimentant mutuellement avec une générosité naturelle. « Vous avez faim ?» demanda Antoine. « J'ai préparé des crêpes. » Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « Des crêpes? Avec du Nutella? Avec du Nutella, du sucre, de la confiture, tout ce que vous voulez? Trop bien !» Les enfants se précipitèrent vers la cuisine, leur vaisseau spatial momentanément oublié. Élise se leva pour les suivre, mais Antoine l'arrêta d'un geste. « Élise, merci. Pour tout ça. Pour leur avoir permis de se rencontrer. » Elle hocha la tête sans répondre, incapable de trouver les mots justes. Quelque chose était en train de changer entre eux. Les murs qu'elle avait construits commençaient à se fissurer, et elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou s'en effrayer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de nouvelles expériences. Gabriel et Léa se voyaient régulièrement, tantôt chez Antoine, tantôt au parc, tantôt chez Élise. Les 2 enfants avaient développé une complicité surprenante, comme s'ils essayaient de rattraper les années perdues. Léa appelait Gabriel « mon grand frère », ce qui le faisait rougir de fierté. Gabriel, de son côté, avait pris très au sérieux son rôle de protecteur, veillant sur sa petite sœur avec une attention touchante. « Léa, tu dois pas courir trop vite, tu vas te fatiguer. »« Mais je vais bien maintenant. Docteur Moreau a dit que j'étais guérie. »« Pas complètement guérie. Maman dit que tu dois faire attention. » Élise observait ces échanges avec un mélange d'émotion et d'inquiétude. La maladie de Léa était sous contrôle, mais le lupus restait une affection chronique qui nécessitait une vigilance constante. Elle continuait à suivre la petite fille à l'hôpital, vérifiant ses analyses, ajustant son traitement, s'assurant que tout allait bien. C'était étrange d'être à la fois le médecin de Léa et la mère de son demi-frère. Les frontières entre le professionnel et le personnel s'estompaient de plus en plus. Un soir d'avril, alors qu'Élise rentrait d'une longue journée à l'hôpital, elle trouva un message vocal sur son téléphone. La voix de sa mère, inhabituellement tendue. « Ma chérie, rappelle-moi dès que tu peux. C'est important. » Le cœur battant, Élise composa le numéro de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une visite aujourd'hui. Une visite inattendue. »« Qui ?
Un silence. Geneviève Beaumont. Élise sentit son sang se glacer. Quoi? Elle est venue chez toi? Comment a-t-elle eu ton adresse? Je ne sais pas. Ces gens-là ont des moyens, tu sais. Elle a sonné à ma porte ce matin. Elle voulait me parler de Gabriel. La colère monta en Élise comme une vague brûlante. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle dit qu'elle veut faire partie de la vie de son petit-fils. Elle a parlé de droit de visite, de reconnaissance officielle. Elle a même mentionné des avocats. Des avocats? Élise s'effondra sur le canapé, les jambes tremblantes. Geneviève n'avait donc pas changé. Ses excuses à l'hôpital n'étaient qu'une façade. Elle revenait à la charge avec ses méthodes habituelles, l'intimidation et l'argent. Elle m'a dit que si tu refusais de coopérer, elle pourrait demander un test de paternité et faire valoir les droits d'Antoine devant un tribunal. Elle n'a pas le droit. Antoine n'a jamais reconnu Gabriel. Il n'a aucune autorité parentale. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle a répondu que ça pouvait changer. Qu'Antoine voulait reconnaître Gabriel officiellement et que toi, tu ne pouvais pas t'y opposer. Élise ferma les yeux, submergée par un mélange de rage et de désespoir. Tout ce qu'elle avait construit, cette relation fragile entre Gabriel et son père, cette coexistence prudente qu'elle avait acceptée, Geneviève était en train de tout détruire avec ses manœuvres. « Maman, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. » « Comment? Ces gens sont puissants, Élise. Ils ont de l'argent, des relations. J'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité, et le soutien de mon fils. » Elle raccrocha et resta immobile dans le silence de l'appartement. Gabriel dormait dans sa chambre, inconscient de la tempête qui se préparait. Elle devait le protéger, à tout prix. Le lendemain, Élise demanda à voir Antoine dans son bureau à l'hôpital. Il arriva avec son sourire habituel, qui s'effaça rapidement en voyant l'expression de son visage. « Qu'est-ce qui se passe? »« Ta mère. Voilà ce qui se passe. » Elle lui raconta la visite chez Martine, les menaces voilées, les mentions d'avocats et de tests de paternité. À mesure qu'elle parlait, le visage d'Antoine se décomposait. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. »« Comment ça, tu ne savais pas? C'est ta mère. Elle agit forcément avec ton accord. »« Non. » Il se leva, arpentant le bureau avec agitation. « Je lui ai dit que je voulais prendre mon temps, construire une relation avec Gabriel progressivement. Je n'ai jamais parlé de reconnaissance officielle ou de procédure judiciaire. Alors pourquoi elle fait ça? » Antoine s'arrêta, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Parce qu'elle est comme ça. Elle veut toujours contrôler, tout planifier. Elle ne supporte pas l'incertitude. Et tu la laisses faire? Non. Il se tourna vers elle, le regard intense. Je vais lui parler. Je vais lui dire d'arrêter immédiatement. Gabriel est ton fils, Élise. Tu as tous les droits sur lui. Je ne ferai jamais rien sans ton accord. Élise le dévisagea, cherchant la moindre trace de mensonge dans ses yeux. Elle n'en trouva pas. Tu me le promets? Je te le promets. Sur la vie de Léa. Un silence pesant s'installa. Puis Élise soupira, la tension quittant lentement ses épaules. D'accord, je te fais confiance. Mais si ta mère recommence, elle ne recommencera pas, je te le garantis. Le soir même, Antoine se rendit chez sa mère. L'hôtel particulier des Beaumont, situé dans le prestigieux quartier d'Ainay, était une demeure imposante aux volets bleus et au jardin impeccablement entretenu. Il avait grandi dans cette maison, entouré de luxe et d'attentes écrasantes. Geneviève l'attendait dans le salon, assise dans son fauteuil habituel, près de la cheminée. Elle portait une robe de soie grise et ses perles habituelles, image parfaite de l'élégance bourgeoise. « Antoine, quelle surprise! Tu viens rarement sans prévenir. Je sais ce que tu as fait, mère. » Le visage de Geneviève ne trahit aucune émotion. « De quoi parles-tu? Ta visite chez Martine Moreau, tes menaces d'avocat et de procédure judiciaire. » Geneviève haussa un sourcil. Ce n'étaient pas des menaces, c'étaient des informations. Cette femme doit comprendre que Gabriel a des droits que tu dois faire valoir. Gabriel a une mère qui l'aime et qui s'occupe de lui depuis 7 ans. Il n'a besoin de rien d'autre. Il a besoin d'un père et d'une famille digne de ce nom. Il a un père, moi, et je construis une relation avec lui à mon rythme, pas au tien. Geneviève se leva, le regard dur. Tu es naïf, Antoine. Cette femme te manipule. Elle t'a toujours manipulé. Elle utilise Gabriel pour te contrôler. Ah non, mère, c'est toi qui as toujours voulu me contrôler. C'est toi qui m'as convaincu de chasser Élise il y a 7 ans. C'est toi qui as détruit ma chance d'avoir une vraie famille. Je t'ai protégé. Cette fille n'était pas pour toi. Cette fille était la femme que j'aimais, et elle portait mon enfant, un enfant que je n'ai pas vu grandir à cause de tes manipulations.
La voix d'Antoine avait monté, résonnant dans le salon silencieux. Geneviève recula d'un pas, visiblement ébranlée par cette colère qu'elle n'avait jamais vue chez son fils. « Antoine, non, cette fois, tu vas m'écouter. Si tu t'approches encore d'Élise ou de sa mère, si tu menaces encore quiconque avec tes avocats, je coupe tous les liens avec toi. Tu ne verras plus jamais Léa. Tu ne rencontreras jamais Gabriel. Tu mourras seul dans cette maison avec ton argent et ton orgueil. » Le silence qui suivit était assourdissant. Geneviève avait pâli, ses mains tremblant légèrement. « Tu ne ferais pas ça. Essaye pour voir. » Il tourna les talons et quitta le salon, laissant sa mère seule avec les échos de ses paroles. Le lendemain, Élise reçut un bouquet de fleurs à l'hôpital. Des pivoines blanches, ses préférées. La carte qui l'accompagnait ne contenait que quelques mots. « C'est réglé. Ma mère ne t'importunera plus. Pardon pour tout. Antoine. » Elle contempla les fleurs pendant un long moment, ne sachant pas quoi ressentir. De la gratitude, du soulagement, ou cette émotion plus complexe, plus dangereuse, qu'elle s'efforçait de tenir à distance depuis des semaines. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Je peux te voir ce soir, juste nous deux, pour parler. » Elle hésita, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Puis elle tapa sa réponse. « D'accord, après le coucher de Gabriel. 21h au café de la place Bellecour. » Le café était presque vide à cette heure. Quelques couples attardés, un groupe d'étudiants dans un coin, le barman qui essuyait des verres derrière le comptoir. Élise était arrivée la première et s'était installée à une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir la statue équestre de Louis XIV, illuminée par les lampadaires. Antoine la rejoignit quelques minutes plus tard, le visage fatigué mais déterminé. « Merci d'être venu. Tu as dit que c'était réglé avec ta mère, comment ?» Il lui raconta la confrontation, les mots qu'il avait prononcés, l'ultimatum qu'il avait posé. Élise l'écouta sans l'interrompre, impressionnée malgré elle. « Tu lui as vraiment dit que tu couperais les ponts ?»« Oui, et je le pensais. C'est ta mère, Antoine. Malgré tout ce qu'elle a fait, ma mère a détruit la vie de la femme que j'aimais. Elle m'a privé de mon fils pendant 7 ans. Elle continue à vouloir contrôler ma vie. À un moment, il faut dire stop. » Élise baissa les yeux vers sa tasse de café, troublée. « Pourquoi tu fais tout ça? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi te battre contre ta mère, risquer ta relation avec elle, bouleverser ta vie? Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» Antoine la regarda longuement avant de répondre. « Je cherche à réparer ce que j'ai cassé. Je cherche à devenir l'homme que j'aurais dû être il y a 7 ans. Je cherche... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Je cherche une deuxième chance, avec Gabriel, et avec toi, si tu me le permets. » Le cœur d'Élise se mit à battre plus vite. Elle savait que cette conversation arriverait un jour. Elle s'y était préparée. Mais maintenant qu'elle était là, face à lui, elle ne savait plus quoi dire. « Antoine, je ne te demande rien, Élise. Je sais que tu as toutes les raisons de me détester. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que mes sentiments pour toi n'ont jamais disparu. Même pendant toutes ces années, même quand j'étais avec Sophie, tu as toujours été là. Quelque part dans mon cœur. » Elle ferma les yeux, submergée par les émotions contradictoires qui se bousculaient en elle. « Je ne peux pas, Antoine, pas maintenant, c'est trop compliqué. Je comprends. Je ne te mets pas de pression. Je voulais juste être honnête avec toi. » Il posa sa main sur la table, paume ouverte, dans un geste d'offrande. Élise la regarda sans la toucher. « Laisse-moi du temps. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. Tout le temps dont tu auras besoin. Je serai là. » L'été s'était installé sur Lyon, avec une chaleur inhabituelle. Les terrasses des cafés débordaient jusque sur les trottoirs. Les fontaines de la place des terreaux rafraîchissaient les passants, et le Rhône scintillait sous un soleil implacable. Gabriel avait terminé son année scolaire avec des résultats excellents, et Élise lui avait promis des vacances à la mer pour le récompenser. Mais avant cela, il y avait une dernière épreuve à traverser. Léa fêtait ses 7 ans le 15 juillet, et Antoine avait organisé une fête dans le jardin de la maison de campagne familiale, à une 30aine de kilomètres de Lyon. Il avait invité Gabriel, bien sûr, mais aussi Élise. Une invitation qu'elle avait d'abord voulu refuser. « Maman, s'il te plaît, c'est l'anniversaire de ma sœur, je peux pas ne pas y aller. Tu peux y aller, mon cœur, c'est moi qui ne suis pas obligé de venir. Mais je veux que tu viennes, Léa aussi veut que tu viennes. Elle a dit que t'étais la meilleure docteure du monde et qu'elle t'aimait beaucoup. » Élise avait senti son cœur fondre. Comment résister à l'enthousiasme innocent de ces 2 enfants qui ne demandaient qu'à être ensemble, entourés des adultes qu'ils aimaient? « D'accord, je viendrai.
mais juste pour quelques heures. Le sourire de Gabrielle avait illuminé toute la pièce. La maison de campagne des Beaumont était une ancienne ferme rénovée avec goût, nichée au cœur des monts du Lyonnais. Des murs en pierre dorée, des volets bleu lavande, un jardin immense planté de cerisiers et de rosiers, un lieu idyllique qui aurait pu sortir d'un magazine de décoration. Élise gara sa voiture dans l'allée gravillonnée, le cœur battant. Gabrielle avait déjà détaché sa ceinture et sauté sur place d'impatience. « Allez, maman, dépêche-toi !» Elle prit une inspiration profonde et sortit de la voiture. Une dizaine d'enfants couraient déjà sur la pelouse, leurs cris de joie résonnant dans l'air chaud de l'après-midi. Des ballons multicolores flottaient au-dessus d'une grande table couverte de gâteaux et de bonbons. Antoine vint à leur rencontre, vêtu d'un polo blanc et d'un short beige, qui lui donnait un air décontracté qu'elle ne lui connaissait pas. « Vous êtes venu, Gabrielle, Léa t'attend près du château gonflable. Elle a gardé une place pour toi. » Gabrielle ne se fit pas prier. Il s'élança vers le fond du jardin, où un immense château gonflable trônait, entouré d'enfants surexcités. Élise resta seule avec Antoine, soudain mal à l'aise. « Merci d'être venu, » dit-il doucement. « Je sais que ce n'était pas facile. Je suis venu pour Gabrielle et pour Léa. Je sais, mais quand même, merci. » Il lui tendit un verre de limonade fraîche qu'elle accepta avec gratitude. La chaleur était étouffante et elle sentait déjà la sueur perler sur sa nuque. « Viens, je vais te présenter aux autres parents. » Les heures qui suivirent passèrent plus agréablement qu'Élise ne l'avait anticipé. Les parents des amis de Léa étaient des gens simples et chaleureux, bien loin de l'image qu'elle se faisait de l'entourage des Beaumont. Elle discuta jardinage avec une mère passionnée de permaculture, échangea des recettes avec un père qui se targuait d'être le roi du barbecue et rit aux anecdotes d'une grand-mère qui racontait les bêtises de son petit-fils. Elle avait presque oublié où elle se trouvait lorsqu'une voiture noire s'engagea dans l'allée. Son cœur se serra en reconnaissant la silhouette qui en sortit, Geneviève Beaumont. La matriarche portait une robe d'été en lin blanc et un chapeau de paille qui lui donnait l'air d'une châtelaine inspectant ses terres. Elle balaya le jardin du regard, ses yeux s'arrêtant brièvement sur Élise avant de se détourner. Antoine s'était raidi à côté d'elle. « Je ne l'avais pas invitée, » murmura-t-il. « Je suis désolé. » Avant qu'Élise puisse répondre, Léa avait aperçu sa grand-mère et courait vers elle, les bras ouverts. « Mamie, t'es venue. » Geneviève s'agenouilla pour embrasser sa petite fille, un sourire adoucissant ses traits sévères. « Bien sûr que je suis venue, ma chérie. Je n'aurais manqué ton anniversaire pour rien au monde. » Elle se redressa et s'avança vers le groupe d'adultes, ignorant ostensiblement Élise pour saluer les autres parents. Mais Gabrielle, qui avait suivi Léa, se planta devant elle avec sa franchise habituelle. « Bonjour. Vous êtes qui ?» Le silence qui s'abattit sur le groupe était presque palpable. Geneviève baissa les yeux vers ce petit garçon aux yeux verts qui la dévisageait sans crainte. « Je suis la grand-mère de Léa, » répondit-elle d'une voix étrangement douce. « Ah, alors vous êtes aussi ma grand-mère, puisque Léa c'est ma sœur et qu'Antoine c'est mon papa ?» Élise sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Elle voulut intervenir, mais quelque chose dans l'expression de Geneviève l'arrêta. La vieille femme regardait Gabrielle comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Pas comme une menace ou un problème à résoudre, mais comme ce qu'il était, un enfant innocent qui posait une question simple. « Oui, » dit-elle finalement. « Je suppose que oui, je suis aussi ta grand-mère. » Gabrielle hocha la tête, satisfait de cette réponse. « Cool, ça veut dire que j'ai 2 grand-mères maintenant, Mamie Martine et vous. C'est bien, 2, c'est mieux qu'1. » Et sur cette déclaration, il repartit en courant vers le château gonflable, laissant les adultes médusés. La fin de l'après-midi apporta le moment tant attendu, le gâteau d'anniversaire. Une pièce montée impressionnante en forme de château de princesse, avec des tours en chou à la crème et des drapeaux en sucre. Tous les enfants se rassemblèrent autour de la table, les yeux brillants de convoitise. Léa trônait au centre, une couronne de carton sur la tête, Gabrielle à sa droite comme le garde du corps attitré qu'il était devenu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Les voix s'élevèrent en chœur, accompagnées des applaudissements et des rires. Léa ferma les yeux pour faire son vœu, puis souffla les 7 bougies d'un seul coup, déclenchant une ovation enthousiaste. Élise observait la scène depuis le fond du jardin, un sourire aux lèvres. Malgré tout, malgré la présence de Geneviève, malgré la complexité de la situation, il y avait quelque chose de beau dans ce tableau. 2 enfants qui s'aimaient, une famille qui se reconstituait, maladroitement, mais sincèrement. Une présence à ses côtés la fit sursauter,
Geneviève s'était approchée silencieusement et regardait elle aussi la scène. « Il est remarquable, votre fils, » dit-elle sans préambule. Élise ne répondit pas, attendant la suite. « Il a votre force, votre détermination. Mais il a aussi les yeux de mon fils, et son sourire. Je sais. » Un silence s'installa entre elles, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » reprit Geneviève. « Ce que j'ai fait est impardonnable, mais je voudrais avoir une chance de connaître Gabriel, d'être une grand-mère pour lui, pas pour effacer mes erreurs, mais parce qu'il le mérite. » Élise la regarda longuement. Cette femme qui l'avait tant fait souffrir, qui avait détruit sa vie avec une cruauté calculée, se tenait maintenant devant elle, vulnérable pour la première fois. « Ce n'est pas à moi de décider, » dit-elle finalement. « C'est à Gabriel. S'il veut vous connaître, je ne m'y opposerai pas. Mais s'il ne le veut pas, vous devrez respecter sa décision. » Geneviève hocha la tête. « C'est juste. » Elle s'éloigna sans un mot de plus, laissant Élise seule avec ses pensées. La fête se termina avec le coucher du soleil. Les enfants épuisés mais heureux, les parents rassemblant les affaires éparpillées sur la pelouse. Gabriel s'était endormi sur un transat, la joue maculée de chocolat, un ballon encore serré dans sa main. Antoine s'approcha d'Élise alors qu'elle contemplait son fils endormi. Il s'est bien amusé. Oui, c'était une belle fête. Merci de l'avoir organisée. C'est Léa qui a tout planifié. Elle voulait que tout soit parfait pour son frère. Élise sourit malgré elle. Ils sont incroyables, ces deux-là, comme leurs parents. Elle se tourna vers lui, surprise par la douceur de sa voix. Antoine la regardait avec cette intensité qui la troublait toujours, même après toutes ces années. « Antoine, je sais, tu as besoin de temps. Je ne te presse pas. Je voulais juste te dire que cette journée avec Gabriel, avec Léa, avec toi, c'est la plus belle journée que j'ai vécue depuis très longtemps. » Elle ne sut pas quoi répondre. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais aucun ne parvenait à franchir ses lèvres. « Je vais ramener Gabriel, » dit-elle finalement. « Il est épuisé. Je t'aide à le porter jusqu'à la voiture. » L'automne était revenu sur Lyon, parant les arbres du parc de la Tête d'Or de teintes flamboyantes. Un an s'était écoulé depuis l'arrivée d'Élise à l'hôpital, depuis cette première rencontre avec Léa, depuis le bouleversement de tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. Gabriel avait commencé le CE2 dans sa nouvelle école, où il s'était parfaitement intégré. Il parlait de Lucas, son meilleur ami, de Madame Dubois, sa maîtresse préférée, et bien sûr de Léa, sa sœur adorée qu'il voyait presque chaque week-end. Léa, de son côté, se portait à merveille. Son lupus était parfaitement contrôlé. Ses visites à l'hôpital s'espaçaient, et elle avait retrouvé l'énergie et la joie de vivre d'une enfant de son âge. Elle appelait Élise « docteur préférée », et la couvrait de dessins qu'elle glissait dans la boîte aux lettres de son bureau. Quant à Antoine, les choses avaient évolué entre eux, lentement mais sûrement. Il y avait eu des dîners, d'abord avec les enfants, puis juste tous les deux, des promenades le long des quais du Rhône, des conversations qui durèrent jusqu'à l'aube, rattrapant des années de silence, des rires partagés, des souvenirs douloureux revisités, des larmes parfois. Élise avait appris à voir l'homme qu'Antoine était devenu, au-delà du fantôme de celui qui l'avait blessé. Un père dévoué, un homme rongé par les remords mais déterminé à se racheter. Quelqu'un qui avait lui aussi souffert, à sa manière, de cette séparation brutale. Elle n'avait pas oublié, elle n'oublierait jamais, mais elle avait commencé à pardonner. Ce soir d'octobre, Antoine l'avait invitée à dîner dans un petit restaurant du Vieux Lyon, niché dans une ruelle pavée près de la cathédrale Saint-Jean. C'était le même restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous 8 ans plus tôt. Un choix délibéré chargé de symbolisme. « Tu te souviens ?» demanda-t-il en s'asseyant face à elle. « On avait pris la même table, près de la fenêtre. Je me souviens. Tu avais renversé ton verre de vin sur la nappe et tu étais tellement gênée que tu es devenue rouge comme une tomate. » Il rit, ce rire chaleureux qu'elle avait toujours aimé. J'étais terrifié. Tu étais tellement belle, tellement lumineuse. Je n'arrivais pas à croire que tu avais accepté de sortir avec moi. J'étais terrifié aussi. Tu étais ce garçon riche et élégant, et moi j'étais juste une petite infirmière qui ne savait même pas quelle fourchette utiliser pour les hors-d'œuvre. Tu vois, on était aussi perdus l'un que l'autre. Ils échangèrent un sourire et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance, une acceptation de ce qu'ils avaient été et de ce qu'ils étaient devenus. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue, ponctuée de souvenirs partagés et de projets pour les enfants. Quand ils sortirent du restaurant, la nuit était tombée sur Lyon,
et les lumières de Fourvière scintillaient au-dessus de la ville. Ils marchèrent côte à côte le long des quais de Saône, sans se presser. Le silence entre eux était confortable, complice. Élise. Elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Il y a quelque chose que je veux te demander. Depuis longtemps. » Son cœur se mit à battre plus vite. Elle savait ce qui allait venir. Elle l'avait senti ces dernières semaines, dans les regards d'Antoine, dans ses gestes tendres, dans cette façon qu'il avait de chercher sa présence. « Je sais que tu as besoin de temps. Je sais que la confiance ne se reconstruit pas en quelques mois. Mais je voulais te dire, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'ai cru t'avoir perdu pour toujours. » Elle ferma les yeux un instant, laissant les mots s'imprimer en elle. « Antoine, je ne te demande pas de réponse ce soir. Je voulais juste que tu saches, que tu puisses y réfléchir, prendre le temps qu'il te faut. » Elle rouvrit les yeux et le regarda. Cet homme qui l'avait tant blessé. Cet homme qui avait passé l'année à se racheter. Cet homme qui était le père de son fils et qui l'aimait encore, malgré tout. « J'ai eu peur pendant très longtemps, » dit-elle doucement. « Peur de souffrir à nouveau. Peur de te faire confiance. Peur de perdre ce que j'avais construit seul. Je comprends. Mais ces derniers mois, en te voyant avec Gabriel, avec Léa, en voyant l'homme que tu es devenu, j'ai commencé à me demander si cette peur valait la peine de renoncer à quelque chose de beau. » Antoine retint son souffle. « Et qu'est-ce que tu as décidé ?» Elle fit un pas vers lui, comblant la distance qui les séparait. « J'ai décidé que j'avais assez fui, que Gabriel méritait d'avoir ses deux parents ensemble, que Léa méritait d'avoir une vraie famille, et que moi, je méritais d'être heureuse. » Un sourire tremblant apparut sur le visage d'Antoine. « Est-ce que ça veut dire... » « Hein, ça veut dire que je veux essayer. Nous reconstruire, pas comme avant parce qu'on ne peut pas effacer le passé, mais comme quelque chose de nouveau, de meilleur. » Il prit ses mains dans les siennes, les yeux brillants de larmes. « Je te promets de ne plus jamais te faire souffrir. Je te promets d'être là pour toi, pour Gabriel, pour toujours. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Antoine. Contente-toi d'être présent, jour après jour. C'est tout ce que je demande. Je serai là, chaque jour, je te le jure. » Et là, sur les quais de Saône, sous les lumières de la ville qui les avait vus naître, se déchirer et se retrouver, ils s'embrassèrent pour la première fois depuis 8 ans. 6 mois plus tard, par un dimanche ensoleillé de printemps, une petite cérémonie intime se tenait dans le jardin de la maison de campagne des Beaumont. Pas un mariage, pas encore. Juste une fête pour célébrer leur nouvelle famille. Gabriel et Léa coururent sur la pelouse, poursuivant des bulles de savon que soufflait Martine Moreau, la grand-mère rayonnante. Geneviève Beaumont, assise à l'ombre d'un cerisier en fleurs, regardait ses 2 petits-enfants avec une tendresse qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les 2 grand-mères avaient fini par trouver un terrain d'entente, unies par l'amour qu'elles portaient aux enfants. Élise et Antoine se tenaient sur la terrasse, observant le tableau qui se déployait devant eux. Leurs mains étaient entrelacées, leurs épaules se touchaient. « Tu sais ce que Léa m'a demandé ce matin ?» dit Antoine. « Non, quoi ? Elle m'a demandé si tu allais devenir sa maman pour de vrai. » Élise sentit son cœur se serrer. « Et qu'est-ce que tu as répondu ?»« J'ai dit que tu étais déjà sa maman de cœur, et que c'était ce qui comptait le plus. » Elle sourit, les yeux embués. « Et Gabriel ? Il t'a posé des questions ? Il m'a demandé si on allait tous vivre ensemble. J'ai dit qu'on y travaillait. Il a hoché la tête et il est retourné jouer avec Léa. Pour lui, c'était réglé. » Élise rit doucement. Les enfants voient tout de façon si simple. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est nous, les adultes, qui compliquons tout. Elle se tourna vers lui, posant une main sur sa joue. « On a parcouru un long chemin, Antoine. Depuis cette nuit de pluie jusqu'à ce jardin ensoleillé. Un chemin semé d'erreurs et de regrets. Mais qui nous a menés ici, ensemble ? Ensemble, répéta-t-elle. C'était un mot qu'elle avait cru ne plus jamais pouvoir prononcer. Un mot qui avait été brisé, piétiné, jeté à la rue sous la pluie glaciale d'une nuit d'hiver. Mais les mots, comme les gens, pouvaient en guérir, se reconstruire, retrouver leur sens. Gabriel surgit soudain devant eux, essoufflé et souriant. « Maman, papa, Léa dit qu'on peut aller voir les canards après le gâteau. On peut ? S'il vous plaît. »« Bien sûr, mon cœur, » dit Élise. « On ira tous ensemble. »« Trop bien. » Il repartit en courant vers sa sœur, laissant derrière lui un sillage de joie pure. Antoine passa un bras autour des épaules d'Élise. « Tu sais, il y a 7 ans, quand tu es parti, j'ai cru que ma vie était finie, que je ne me remettrais jamais de cette erreur. Et maintenant ?» Il regarda leurs enfants qui jouaient, leur famille improbable réunie dans ce jardin. «
leur avenir qui s'ouvrait devant eux comme une promesse. Maintenant, je sais que les fins peuvent devenir des commencements, que les erreurs peuvent être rachetées, et que l'amour, quand il est vrai, trouve toujours son chemin. Élise posa sa tête sur son épaule, regardant le même tableau, respirant le même air parfumé de fleurs et d'espoir. Il l'a chassée enceinte, murmura-t-elle. 7 ans plus tard, elle revient comme la nouvelle médecin de sa fille malade, et contre toute attente, elle leva les yeux vers lui, un sourire sur les lèvres. Ils trouvent leur fin heureuse.